On va commencer par Céline, puisqu'on va ouvrir avec cette question, réalisatrice de ce reportage. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez en découvrir une partie. Il ne s'agit pas de le regarder dans son entier. J'ai pour ma part, je ne l'ai pas vu en direct. Il a été passé sur Public Sénat. Je pense que c'était au mois de mai l'année dernière, quelque chose comme ça, il y a à peu près un an. Mais dans le petit réseau, ça a beaucoup communiqué. C'est un film extrêmement sensible, très bien fait. Un regard en même temps extérieur, mais vraiment en plongée dans un ITEP sur plusieurs mois. On va laisser Céline nous parler de ça. C'est en fait la première parole qu'on va donner aux enfants après toutes nos rencontres où on a parlé d'eux. Et c'est dans ce sens-là que j'ai demandé à Céline de bien vouloir nous donner des extraits, pour pouvoir avoir ces paroles d'enfants qui sont essentielles. Merci à Philippe Jamet d'être présent. On a eu l'occasion de se retrouver avec Philippe Jamet à l'INSHEA dans une formation du ministère sur les troubles du comportement et leur évaluation, leur prise en charge. Et puis à nos deux collègues Gilles Gonard et François Delacour qui représentent l'AIR, l'association des ITEP et de leur réseau, qui est une association professionnelle, mais très influente, qui réfléchit beaucoup à ces questions de dispositifs, et notamment qui porte le nouveau dispositif qui va nous faire réfléchir sur l'évolution institutionnelle aussi, qu'on connaît globalement dans le champ du handicap, mais particulièrement autour des questions des ITEP. Voilà, donc on se passera la parole, ce sera un peu, bien entendu, petit groupe, vous intervenez, c'est un échange absolument direct et très facile ce soir, mais on va commencer donc par Céline. Voilà, alors, pendant que vous dites quelques mots, j'installe, j'ouvre l'ordi. OK ? Oui, ça marche. Il faut que je dise quelques mots, il faut que je dise quoi, moi, là je ne sais pas trop quoi vous dire avant de vous montrer les images du film, juste vous donner le contexte. Donc, j'ai tourné pendant 1 an dans un ITEP qui accueillait 40... jeunes garçons. L'année où j'ai tourné, il n'y avait que des garçons. L'année d'après, il y avait une fille. Mais bon, j'imagine que vous savez, c'est essentiellement à 80%, 80% des enfants dans les ITEP sont des garçons. Donc cette année-là, il n'y avait que des petits gars. Et j'ai tourné 80 jours avec eux et j'ai suivi 3 enfants, principalement, 3 les plus petits. Je me suis attachée aux plus petits. Sachant que ce que j'avais compris quand j'avais d'abord fait, avant de tourner, j'ai fait l'année d'avant 1 semaine de repérage. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de filmer ce qui était le contrat qui leur était donné dans cet ITEP-là. En tout cas, quand ils arrivaient, ils étaient hors du système scolaire, je sais que ça ne se passe plus comme ça maintenant, mais bon, là où j'ai filmé, les enfants, ils n'allaient plus du tout à l'école normale, comme ils l'appellent, et donc du coup, ils étaient pour 2 tiers d'entre eux internes dans cet ITEP où ils passaient leur temps, toute leur journée et toute leur nuit, quoi. Voilà, donc du coup, moi, je me suis attachée à filmer 3 des plus jeunes, les internes, j'ai pas filmé... je filme les externes, mais je veux dire, c'est pas les personnages principaux. Et les petits, parce que c'était ceux à qui on donnait un deal à leur arrivée, qui était, en gros, si tu te calmes, tu pourras retourner à l'école extérieure. Donc l'idée, dans ce film, pour moi, ça a été d'essayer de suivre des enfants et de voir ceux qui réussissaient ce parcours. Enfin, tous, logiquement, les petits, en tout cas, majoritairement, ils retournent progressivement à l'école. Alors, là, c'est 1 heure par semaine, le Graal accompli, c'est ça. Mais voilà. Et parallèlement, je les ai suivis parce qu'ils faisaient tous partie d'une opération qui s'appelait le Challenge Rugby. Et donc, du coup, ils s'entraînaient toute l'année à jouer au rugby, constituer une équipe qui était encore liée au fait que ceux qui se comportent bien pourront partir, etc. Parce qu'il ne doit en rester que 7 à la fin. Et du coup, le Challenge Rugby, ça réunit le fleuron des ITEP français qui se réunissent 1 fois l'an. Nous, l'année où j'ai tourné, c'était à Paris, donc en plus ils allaient à la capitale. Et là, concentrés pendant 3 jours, il y a 400 mômes d'ITEP.
Donc 80% des garçons, et c'est musclé, quoi, c'est super. Et en plus, voilà, vous verrez pas la fin du film, mais ça se termine bien. Ils sont terminés 3e du challenge rugby, ce qui leur était jamais arrivé, et ils ont fini contre des géants à lutter comme des lions. Ils ont été héroïques, et du coup, voilà, ça donnait un regard positif sur ces sales gosses. Ok. Comment ça se passe? On peut éteindre la lumière ou pas? Notre collègue là-bas va c'est nous... possible ou pas, juste pour la projection? Super. Pourquoi on n'a pas testé le son? Moi, je vais repousser. C'est bien celui-ci, c'est bon? Ouais, c'est ça. Ok. Je vais voir s'il y a assez de son. Je n'ai pas testé le son comme une idiote. Alors, ça va venir, on l'avait tout à l'heure. T'as fait quoi? Et t'as fait quoi en sortant de la classe? Pas rien. Non, t'as rien fait. Bah en fait, au début, je prends mon manteau, et après, il fait Juste boum. avant, t'as fait quoi? J'ai pris mon manteau, et puis Avant après, ça, il fait en boum. sortant de la classe, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai pris mon manteau. Non, avant ça. Bah, j'ai pris mon manteau. Avant de sortir de la classe. Le J'ai manteau, pris c'est dans mon le manteau couloir. là. Bah oui, bah. Voilà. J'ai cherché mon manteau, et puis après, il fait boum. Quand je t'ai repris en sortant de la classe. Lui fait de d'honneur. Ça, c'est après. Bah oui. Détends-toi et Mais rappelle-toi ce que tu as fait. fait comme ça. T'es sorti en dansant, en bousculant les autres. Non. J'ai pas musculé. Tu vois, c'est ça le problème, je pense. Hein. C'était excité à 200 là, depuis ce matin. Tu fais le foufou, tu fais des doigts d'honneur, tu chantes, Ah tu non, bah danses, c'est lui. tu bouscules les autres. Ah Et non. t'arrives pas à comprendre qu'au bout d'un moment, ça énerve les autres. Et tu sais bien Ah non, mais c'est lui. Ben oui, C'est le Pélix, c'est mort. bien sûr, oui, bien sûr. Ah ouais. Je te parle pas. Reste. Moi, je m'en fous. Il reste les deux. Mais, ah non. T'assieds, tu restes assis. Bah non. Tu restes assis. Bah non. Bah, m'en fous. Et si je veux manger le soir, je me sauve pas, bah non. Il est juste très insolent, très insultant, très désagréable. On peut commencer l'année comme ça, non? Il est pas sourd, mais il est insolent. Tu vas commencer l'année comme ça? Eh ben, ça s'est pas bien passé les vacances, je parie. C'était compliqué. Peux-tu en parler, toi? Est-ce que tu es prêt à en parler? Non. Non? Tu préfères ressasser ça comme ça tout seul? Hein? T'étais chez qui? Chez papa ou chez maman? T'étais chez qui? Les deux. Les deux, t'as été? Et ça s'est bien passé chez qui? Et mal passé chez qui? Bah non, si j'ai pas envie. Que tu sois en colère, tu as tout à fait le droit d'être en colère. Je veux dire, tout le monde est en colère, moi je peux être en colère, c'est humain d'être en colère. Bon, en même temps, le gars, il a pas qu'à rentrer dans ma chambre, prendre mon hélico, le balancer, la Non, il a pas le télécommande droit. pareil, il a pas le... Et puis, après, bah, moi, j'ai fait juste ça dans les boules, puis ça y est, qu'il il me faut une pointade, bah. Il n'a pas à toucher à tes affaires, et puis vous n'avez pas à vous battre. Parce que ça, c'est pas la solution non plus. Et moi, ce qui me met en colère après, c'est que moi j'interviens pour justement que vous fassiez pas mal en vous par au-dessus. Et qu'est-ce que j'ai comme réponse de M. Villal? Ta gueule, pauvre con, tout ça, etc. Mais il faut qu'on puisse t'aider, nous. Ouais. Et si en retour c'est insulte et tout ça, là ça coupe, on peut pas faire grand chose. Gros mot à gogo. Hein? Gros mot à gogo. Gros mots à gogo, voilà. Alors tu vas mettre une boîte avec tes gros mots à gogo, tu vois, puis tu vas les mettre dedans. Et puis tu fermes bien pour pouvoir les sortir quand t'es énervé. Tu vois, faut qu'on trouve une solution. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah ouais. Dylan, explique-moi les têtes des aubries. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Les têtes des aubries, c'est pour aider les enfants qui n'arrivent pas à travailler, qui ont fait des bêtises à l'école. Donc les parents les amènent là. Et puis après, je sais plus le mot. On les dresse, on va dire. C'est pour dresser les enfants? Non, mais je sais plus déjà là. La place, c'est pour les chiens dressés, mais je sais plus le reste. Pourquoi t'es là, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour être là, toi? Alors, j'ai fait une très grosse bêtise. Ma très grosse bêtise, c'est pareil, coller une punaise. La maîtresse, elle se l'est pris dans les fesses. Sinon, mettre de la colle sur la chaise, de la glu. Ou sinon, j'ai cassé l'ordinateur. Et j'ai fait tomber l'armoire sur la tête de la maîtresse.
Voilà. J'ai fait ça. T'as brossé tes dents, toi? Bon, je vous passe le sang et les larmes, les bagarres. Et du coup, je vais reprendre. Donc, je vous disais, voilà, finalement, ce petit garçon-là va réussir à retourner à l'école. Et donc, l'extrait que je vais vous montrer, c'est la première fois qu'il est. Là, il y a eu un petit énervement. C'est la première fois. Là aussi, on a un joli là. Alors, celui-là, je vous montre parce qu'il est trop bon. Pas le contexte. Mais c'est le son de la table que je trouve beau, pas l'enfant qui s'énerve. Et donc, il va... Voilà, là, on lui annonce qu'il va retourner à l'école. Et je vais vous montrer ce qu'il va dire à son éduc quand il revient pour la première fois de l'école extérieure. Et c'est... Voilà, ça va être bientôt. Mets-le par terre. Voilà. Bravo, ça. On se replace tout de suite. Il est un petit peu grand. C'était super, Angèle. C'était très bien, Angèle, t'inquiète. C'était parfait, c'était parfait. Non, tu vas aller dans la maison. Non, parce que la bouteille que tu m'avais donnée, c'est la bouteille. Donc il faut y aller, il faut pas rester. Faut leur taper dans les jambes. Et là, il a vu. Fais ton truc. Vas-y, montre-le. Et Kevin les jambes. Jérôme. Il y a un truc quand même, un ballon sur deux, vous le perdez parce que vous faites la passe à l'aveugle. Donc faites attention de ne pas perdre la balle comme ça, c'est dommage, vraiment. Alors, ça a été ce premier jour d'école? Ouais. Et qu'est-ce que t'a dit la maîtresse? Bah, rien. Tu sens beaucoup de regards sur toi? Non. Non? Même là, ce matin, on a fait une course. Le dur à cuire, là, et enfin, lui, il veut frapper tout le monde. Le dur à cuire? C'est moi qui a gagné, et lui qui dit bonjour à moi, bah, c'est moi qui a gagné. Tu les as battus? Ouais. T'as repéré un dur à cuire, alors? Ouais. Dans ta classe? Ouais. Ouais. Dur à cuire. Ouais. Pourquoi un dur à cuire? Parce qu'en fait, dès que ça fait entrer un foot dans son cartable, bah, lui, il veut le frapper. Même les plus grandes filles, ils ont peur de lui. Ouais. Mais moi, ça va. C'est pas intéressant de faire peur aux autres. Moi, j'ai pas trop peur. Je l'ai vu battre, j'ai vu se battre, et puis bah, je trouve qu'il ne se bat pas trop fort. Si, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, c'est pas intéressant de faire peur aux autres. Ouais. Et alors, l'ambiance là-bas, c'est comment? La nouvelle intégration, c'est mieux. C'est quoi? Qu'est-ce qui est mieux? Ah, parce qu'on se sent plus réel. Hein? Ah, parce qu'en fait, là, on dirait que là, l'école, là, à Zobri, c'est une école d'handicapés. D'handicapés. Ah, c'est vrai? Ouais, qu'est-ce qui est pénible aux Ouais. Aubry? Qu'est-ce qui est pénible aux Aubry? C'est que tout le monde t'insulte et tout. Alors, à part les insultes, il y a quoi qui est mieux? Où? À Clairefontaine? À Clairefontaine? Oui. Bon, c'est plus un garçon normal. Ouais. Tu te sens normal quand t'es là-bas? Ouais. Quand t'es aux Aubry, tu te sens pas normal? Bah non. Ça revient souvent en vos bouches. J'ai envie d'être un enfant normal. Alors, peut-être qu'on vous dit pas assez, vous êtes des enfants normaux en fait. Vas-y. Bonjour.
plusieurs années. Oui, ouais, Dylan est sous Ritaline et lui, il prend neuroleptique, c'est ça, c'est-à-dire, mais qui pour un médicament, je lisais là que, alors je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en tout cas, c'est un antipsychotique et qui apparemment est utilisé pour les enfants pour calmer la violence. Enfin, pour les enfants de cet âge-là, c'est ce que j'ai lu sur le. J'imagine que vous allez nous éclairer là-dessus. Mais bon, voilà, ouais, il prend beaucoup de médicaments. Ouais. Dans les ITEP, beaucoup d'enfants sont sous traitement. Un tiers, moi, dans celui dans lequel j'ai tourné. J'ai été demandé dans tous les... Un tiers. C'est la proportion, Gilles et François? Enfin, je sais pas, dans votre établissement en tout cas? Un tiers, ça paraît... Si, il marche. Un tiers, ça paraît beaucoup, mais c'est pas impossible que selon les situations et les structures, on en soit là, à ces niveaux-là. Mais ça paraît quand même beaucoup. J'ai fait tout l'internat. Ouais, tu as fait tout l'internat. Super fiable. François, je sais pas, toi. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, même si on a fait des enquêtes et tout, on a des chiffres sur cette question-là. On n'a pas de chiffres d'un ITEP à l'autre en fonction des a priori ou en tout cas des références. Moi, ce que je peux constater du côté des ITEP que notre mutuelle gère, la question du médicament est plus maintenant 10 ans. Très certainement pour un certain nombre de raisons développées. Peut-être moins de réticence de la part des équipes moi, ce que je considère à s'approprier ce nouvel outil. Donc il y a moins de réticence au sein de nos équipes pour prendre en compte cette question-là. Puis il y a peut-être un deuxième élément, mais ça, Philippe Jamet va sûrement mieux le développer que moi aussi, avec en tout cas de temps en temps des questionnements forts du côté des équipes interdisciplinaires dans leur capacité à accompagner ces troubles du comportement et de faire qu'à un moment donné, il est peut-être nécessaire pour que l'équipe interdisciplinaire entame un travail soit d'élaboration psychique, soit éducatif, soit pédagogique, qu'un certain nombre de ce que moi je décrirais de ma place, parce que mon métier de base, moi, c'est instituteur. Donc j'ai cette lecture-là de temps en temps qui vient traverser, même si maintenant j'ai une place de direction. De faire qu'à un moment donné, pour que chacun des professionnels puisse permettre à l'enfant de réaliser des activités, de réaliser des apprentissages, d'être accessible à une thérapie, eh bien qu'il faut qu'une partie de ces tensions intrapsychiques puisse être à un moment donné un peu apaisée. Mais je pense que, je trouve qu'il y en a un qui en parle très bien, c'est Philippe Jamet, et donc c'est peut-être l'occasion de lui donner la parole sur cette question-là, parce qu'il en parlera mieux que moi. Mais ce qui est sûr, à l'heure actuelle, on n'a pas de chiffres, et c'est très variable d'un établissement à l'autre. Peut-être peut-on dire que ça se présente de manière plus fréquente sur les internats que sur les structures plus ambulatoires, mais c'est un sujet qu'on a mis à l'ordre du jour à plusieurs reprises avec notamment Philippe Jamet, et peut-être qu'il va effectivement nous en dire quelques mots. Philippe. Mais oui, bien volontiers. Enfin, c'est un très très beau film. J'ai eu la chance de le voir presque dans sa totalité. On voit bien la force des interactions et le poids des contraintes pour tout le monde. Il faut vivre avec ce petit garçon qui à la fois on voit ses possibilités, il a ce côté aussi attachant, on voit bien, et sa violence qu'il subit. Bon. Alors, le problème, c'est pas tant de savoir s'il y a beaucoup de... Enfin, il faut bien sûr se rendre compte de prescriptions, c'est de savoir si c'est adéquat, qu'est-ce qui est adéquat. Bon. Quand est-ce qu'il faut prescrire et pourquoi, et il faut comprendre que pour tous ces médicaments, c'est des outils de liberté. Bon, c'est ça avant tout, les médicaments, on ne les prend pas pour le plaisir de contenir, c'est des outils de liberté, que ce soit des antibiotiques, que ce soit l'insuline, que ce soit, c'est-à-dire pour échapper à des contraintes biologiques qui sont pathogènes dans la mesure où elles nous handicapent, et on voit bien que ce comportement violent ne va pas faciliter l'insertion de ce garçon. Donc je crois que maintenant on est dans une phase quand même, c'était long,
Mais c'est pour moi quelque chose de très important de comprendre, où il y a un effort à faire à tous les niveaux d'ailleurs, pour qu'on commence à parler, se rendre compte des progrès de la compréhension de ce qu'est la vie depuis 50 ans. On a plus appris sur le fonctionnement de la vie que dans toute l'histoire de l'humanité. Bon. Ces 30 dernières années, bon, et sans comparaison avec ce qu'on a pu apprendre avant. Donc il y a eu des progrès formidables, il reste énormément à apprendre, mais plus on avance dans la science, plus on comprend qu'il y a quelque chose de complètement dépassé entre l'opposition du psychologique et du biologique. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Bon, c'est-à-dire que effectivement, la vie, c'est biologique. Encore une fois, le comment de la vie, le pourquoi, on ne sait pas, donc c'est pas la peine de s'entretuer sur les croyances. Donc on n'est pas prêt de le savoir vraisemblablement, enfin, sauf fait nouveau, mais c'est peu vraisemblable, qu'il y a une apparition qui nous confirme. Bon, mais par contre, le comment, on a énormément progressé. Bon. Et plus on comprend le comment de la vie, plus on est ébloui par la complexité du vivant. Voilà. Et l'extraordinaire diversité, richesse de ce qui est vivant, sa fragilité, et ce vivant, sans qu'on sache pourquoi, est entièrement tourné vers quoi? Vers la transmission. Hein. La vie, c'est pas la mort. La mort, c'est une invention humaine, parce qu'on est conscient, on a acquis la capacité réflexive, donc on est les seuls à savoir que on pourrait toujours plus savoir et qu'on va tout perdre, ce qui n'est pas tout à fait indifférent pour notre morale. Mais c'est une conséquence de la réflexivité. La vie, c'est pas la mort, la vie, c'est la transmission. C'est ça ce qu'on voit maintenant. Bon. Et que dans cette transmission, il y a des difficultés, et encore plus chez l'être humain, parce qu'il a créé des capacités de créativité formidables et de destructivité à la mesure de cela. Et que vous voyez bien que ce gamin, essayez d'être comme ça, vous n'y arriverez jamais. Hein. Ce n'est pas un choix qu'il a d'être comme ça. On voit la force de cette contrainte et on voit comment la qualité du lien, l'accompagnement réflexif qui est fait par l'éducateur qui essaie de remplacer la réflexivité absente de l'enfant en lui parlant des conséquences de ce qu'il fait, de comment ça retentit sur les autres, comment tout ceci a une certaine fonction apaisante, mais partielle, et qu'il est pris par moments, comme quand il va renverser les tables. C'est pas lui qui décide de renverser les tables. Bon, c'est pas vous d'ailleurs qui décidez d'être tranquille ici et assis comme ça. Vous pourriez décider de ne pas le faire, de faire une excentricité, mais en gros, ça s'impose à vous parce que voilà, on est conditionné pour ça. C'est pareil pour lui. Bon. Ça s'impose à lui à certains moments parce qu'il est sous le poids d'émotions, d'une contrariété, de ce qu'il vit comme une menace, de se défendre. Donc de son point de vue, c'est pas fou. Et là, je crois, si on l'abordera si on veut, mais enfin, je pense qu'il nous reste encore d'énormes efforts à faire pour comprendre ce qu'est la maladie dite mentale, si peu mentale et tellement émotionnelle. Parce que là, c'est une décision de rien, ce n'est pas les pensées qui sont anormales. C'est qu'il est sous l'emprise de contraintes émotionnelles qui fait que dès qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas dans l'environnement et qui l'inquiète, il réagit comme il peut, avec ce qu'il a, qui n'est pas choisi, bon, et qui s'impose à lui. Alors ça, c'est important de comprendre, et que la réponse, elle appartient à tout le monde. C'est pour ça que quelquefois on dit, mais là, sa place, c'est pas dans les ITEP, il faut aller à l'hôpital. Sauf que l'hôpital, ça sera pareil pour les infirmiers, pour tout le monde, ils se retrouveront devant le même problème, ils ne sont pas plus à même que... simplement, l'hôpital, ça a un sens quand il faut le calmer, peut-être le sortir d'un milieu qui est devenu trop excitant, et pour ajuster la médication. Mais sinon, après, il faudra que les autres, la famille s'ils le peuvent, l'école quand ils le peuvent, s'adaptent pour comprendre le sens de ce comportement et ne pas accentuer les difficultés. Ouais. Et là, actuellement, on a un effort, je pense qu'on est à une époque quand même où on est resté encore très archaïque vis-à-vis de la maladie dite mentale, on n'a pas beaucoup progressé, hein, ou de comprendre encore une fois qu'on ne peut plus opposer le biologique, la vie, c'est de la biologie, c'est de la chimie, et ce qui met en œuvre la chimie des êtres vivants, c'est la relation. Et la relation, c'est ce qu'on appelle la psychologie. Bon.
C'est la qualité de la relation, de l'ambiance, qui va nous mobiliser notre chimie cérébrale dans un sens ou dans un autre. Et que tout ça, c'est un ajustement entre un génome qui a conditionné notre cerveau et un environnement qui va faciliter la mise en œuvre des potentialités de ce cerveau ou pas. Bon. Et dès qu'il y a des difficultés de fonctionnement, eh bien, il faudra que nous aménagions, et on a la chance de commencer, mais on n'est qu'au début, à un peu mieux comprendre ce fonctionnement cérébral et d'ajuster des médicaments qui doivent encore être pensés, vus et dit pour lui que c'est un outil de liberté pour qu'il ne soit pas contraint d'avoir un comportement dont il est la première victime, parce que tout ceci l'empêche de se joindre. Je m'arrête là, mais je pourrais dire que ce qui me frappe après peut-être 50 ans de recul de la pratique psychiatrique, c'est de voir comment derrière ces comportements destructifs se cache avec la même force une potentialité créatrice. C'est que c'est le côté... la vie, qu'est-ce que c'est ? La vie, d'ailleurs, c'est la violence. Vient de violence. La violence, c'est la violence avec force, nous dit le dictionnaire. Donc la vie, c'est une force, à quelque chose de violent. Cette violence, elle peut être créatrice, elle peut être destructrice. Bon. Mais c'est avec la même force. Et c'est ça, moi, qui m'a appris le recul avec des patients que j'ai pu suivre, c'est comment les mêmes qui étaient dans la destructivité, sous ce mode-là, ou du mode schizophrénique, ou des troubles bipolaires, ou de l'anorexie mentale, c'est les mêmes qui après peuvent mettre dans la créativité la même intensité, peut-être avec la même vulnérabilité à la déception en particulier. C'est que justement, plus vous avez des attentes fortes, plus vous avez des appétences fortes, plus vous risquez d'être blessé par la déception. Et que la déception, je dis d'elle, c'est le cancer des émotions. C'est-à-dire comme le cancer se nourrit du développement de la déspécialisation des cellules, qui tout d'un coup redeviennent des cellules qui vont proliférer en se déspécialisant, eh bien, la déception, elle se nourrit de la force de l'attente. Ça, c'est important de savoir qu'à chaque fois qu'il est déçu, eh bien, c'est que derrière, il y avait une attente de quelque chose d'autre. Et que c'est ça qu'il faut retrouver. Comment, derrière cette apparente destructivité, il aurait envie aussi, comme tout le monde, il préférait être dans une relation d'échange, de plaisir partagé. Et ça, c'est tout ça qui est important à savoir pour donner du sens et le comprendre. Et je crois que c'est ce qu'on voit émerger avec l'équipe. Oui, dans ce contexte. Justement, Céline, est-ce que ces propos de Philippe Jamet, d'abord vous vous y retrouvez, et est-ce que, venant de l'extérieur, c'est ce qui vous a profondément touché chez ces enfants et que vous faites passer dans votre film ? Alors, je ne suis pas médecin ou psy. Alors, du coup, le seul... Cet enfant, par exemple, il renverse la table parce qu'on vient de lui annoncer qu'il va falloir absolument qu'il aille dans une famille d'accueil dans laquelle il n'aime pas aller. Je pense que c'est vachement important de dire ça parce que du coup, moi, ce qui m'interroge par rapport à ça, et c'est là où je pense que ma lecture diverge, c'est que à certains moments, je me suis dit, mais je le disais d'ailleurs aux éduques et aux enseignants, je leur disais, mais c'est incroyable, moi, de l'extérieur, je trouve ce comportement sain. C'est-à-dire que je trouve que, je me dis, c'est quand même... extrêmement raisonnable d'exprimer sa colère quand successivement à 12 ans on doit encaisser sans arrêt des... Parce que c'est pas que la frustration d'un désir, c'est pas on t'a dit que t'allais avoir un pain au chocolat et on va te donner une tartelette aux fraises, c'est pas de cet ordre-là, c'est quand même socialement des difficultés, c'est quand même des enfants qui sont aux prises avec des difficultés sociales. L'écrasante majorité des enfants en ITEP, c'est les enfants issus des classes populaires. Donc il y a aussi quand même, pour moi, il y a indéniablement cette histoire de... Enfin, je m'interroge du coup, mais après j'imagine que c'est une question qui a été posée 1000 fois. Mais je suis une grande fan de Ronald David Ling. Donc du coup, à partir de quel moment la maladie mentale n'est pas fondamentalement liée à des circonstances sociales, quoi. Du coup, ça me paraît vachement intéressant de se reposer cette question-là tout le temps. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a intéressée d'en filmer aussi ces enfants, j'aime faire des films documentaires parce que j'aime rencontrer des gens qui vivent pas ce que je vis. Et moi, je suis une fille issue de la classe moyenne. Mon père était prof, voilà, donc un milieu éduqué, nanana. Et quand je passe du temps avec ces enfants,
je vois d'autres vies, quoi. Alors après, j'ai grandi dans une cité, je retrouve des choses que j'ai pu voir chez d'autres enfants quand moi j'étais petite. Il y avait 70% d'enfants d'origine étrangère dans la cité où j'ai grandi, mais voilà, je retrouve aussi ça. C'est-à-dire, moi je suis allée au lycée, à la fac, etc. Jamel, qui était à côté de moi en CP, je veux dire, à 18 ans, il était en prison et après, il essayait de me vendre des magnétoscopes tombés du camion, quoi. Donc, il y a aussi quand même... moi c'est un peu ça aussi que je me dis comment il faut évidemment, ces gens absolument admirables que j'ai adoré filmer au travail, qui sont pour moi des héros modernes, bien plus que d'autres qu'on voudrait nous vendre comme des héros modernes, c'est-à-dire qui se coltinent à ça, cette enfance-là abîmée et au quotidien, quoi, pas comme moi... qui vont, un an faire mumuse à faire un film, qui y sont tous les jours, quoi. Évidemment qu'il leur faut des outils pour travailler, mais après, ça m'interroge quand même sur, collectivement, quelles questions on se repose politiquement, enfin, je veux dire, en plus, dans les temps dans lesquels on est, et je me dis, il ne faut jamais oublier cette question-là, quand même, quoi. Enfin, voilà. Alors, justement, en reprenant, et on fera la passerelle avec le fonctionnement des ITEP. Vous étiez sensible et vous avez choisi un extrait dans lequel on voit que cet enfant qui retourne en dispositif inclusif, le grand terme, l'inclusion, qui va passer 1 heure ou 2 dans un autre établissement scolaire dans lequel il apparaît comme normal. Vous êtes très sensible à cette question. C'est-à-dire vous montrez dans le film à quel point de vivre en ITEP renforce le sentiment d'exclusion, paradoxalement, par rapport à la qualité des personnes qui y travaillent et par rapport aux avantages quand même que ça présente, qui sont, un encadrement, un contenant, quelque chose. Comment vous sortez de d'une certaine manière, ambivalence, puisque vous faites dire aux enfants que être dans l'ITEP, c'est être vous faites dire, vous leur laissez s'exprimer, ouais. Ils expriment très clairement qu'ils ne veulent pas être là. Oui, bien sûr, mais on n'a pas envie d'être exclu. On n'a jamais... Alors après, moi, j'imagine que vous allez en parler... Parce que depuis, moi, j'ai fait plein d'ITEP. J'ai rencontré plein de directeurs d'ITEP, je vais dire plein de choses gentilles, Gilles, tu vas être contente. Mais ouais, et voilà. Non, mais pour le coup, ça m'a vraiment intéressée. Parce que cet ITEP-là, voilà, vous voyez, chaque ITEP, j'ai compris, il y a quand même une grande liberté d'action pour chaque direction et chaque directeur ou directrice. Même si c'est souvent des directeurs, j'ai noté. Statistiquement. Et du coup... ce que j'ai entendu se développer en discutant, c'était le fait que plus ça allait, plus l'inclusion, elle est là tout le temps et dès le début. Et qu'il y avait même de plus en plus, là j'ai discuté avec un directeur d'ITEP qui me disait que les classes, elles sont au sein d'un collège normal, donc avec les autres mômes, et que du coup, en plus, ça a apporté considérablement... parce que comme du coup, il y avait des éduques au sein du collège, ce qui ne se passe pas habituellement, il y avait des vraies discussions de fond entre les enseignants et les éduques, jusqu'au fait, par exemple, que certains profs pouvaient se rendre compte que ces mômes, ils pouvaient être intéressés dans certaines classes. Je sais que, par exemple, Jérôme, là, au collège, il adore l'histoire, il adore les cours d'histoire, et que ça ne voulait pas dire qu'ils avaient les compétences pour avoir un 18 sur 20, parce qu'ils écrivent avec plein de fautes, et parce qu'ils ne maîtrisent pas bien l'écrit, etc. Mais que tout d'un coup, le fait qu'il y ait un dispositif ITEP au sein d'un collège, ça pouvait permettre à un prof de se dire « mais on s'en fout ». Enfin, je veux dire, la note l'évaluation, c'est pas là qu'elle est intéressante. C'est pas de savoir s'il va réussir à avoir au-dessus de la moyenne, quoi. C'était simplement que le môme, il soit là, il soit intéressé, il participe, il soit au sein du collectif. Et que du coup, ça modifiait le travail des enseignants qui sont soi-disant là pour les normaux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se conforment au système tel qu'il est. Et moi, je sais pas, après, je sais pas comment... Moi, ça me paraissait vachement riche, quoi. Gilles et François. La première rencontre qu'on a eue ensemble, c'était volcanique. Parce qu'on s'est vraiment... Avec François, on était en pleine expérimentation dispositif, et elle nous présentait un film qui montrait un ITEP où toute l'activité était centrée dans l'établissement. Et nous, on disait avec François, mais attendez, Céline,
On ne se tutoyait pas à l'époque, hein. Céline, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous, les ITEP, c'est plus ça. Et tu nous as dit, très justement, mais moi, je m'en fiche des ITEP. Ce que je veux, c'est filmer la vie d'un enfant qui rencontre des caractéristiques particulières dans son parcours de vie et des institutions. Il y en a encore. Et je me souviens de cette premier échange où on s'est dit, mais c'est pas un film sur le dispositif intégré des ITEP. Tu te souviens? Je ne suis pas là pour faire un film pour soutenir votre thèse et votre démarche politique au niveau de R, mais bien un film présentant des enfants qui ont des troubles psychologiques ou du comportement et qui rencontrent des institutions à un moment donné de leur vie. Je crois que c'est à partir de là, moi, avec François, quand on est retourné vers les adhérents de R, et à Aix-les-Bains, quand on a fait la projection du film en première, on a surtout très vite commencé en disant, attention, c'est pas un film qui décrit l'ITEP de demain. C'est un film avec des acteurs que sont les enfants. Je crois que c'est ça qui est aussi, tu le disais à l'époque, qui était essentiel dans le tournage que tu as fait. Tu n'as pas essayé de prendre en compte de l'institution et de filmer la plus-value ou la difficulté d'une vie, de la structure institutionnelle, mais bien de la vie d'un enfant. Moi, j'avais, tu vois, c'est une image. C'est une photographie de l'institution qui est pas. Alors, effectivement, tu vois, j'ai rencontré plein de directeurs et de gens qui tentent de travailler. Alors après, il y a deux choses pour moi. J'ai rencontré depuis plein de gens qui travaillent différemment et ça m'a passionnée. Après, il y a eu autre chose. Si on est totalement honnête, quand on a fait la projection à l'air, moi, il y a une chose qui me fait toujours un peu marrer, c'est que dans l'Assemblée, il y a toujours un ou deux professionnels pour dire, notamment la scène de contention, jamais chez nous on ne ferait une chose pareille. Et les gens les plus incroyables que j'ai rencontrés dernièrement en direction d'ITEP qui font des choses qui sont dans le dispositif ITEP, ils m'ont dit mais arrêtons les blagues. Évidemment qu'on fait de la contention dans ces établissements, arrêtons de se cacher. Et moi ça me paraît vachement plus... moi je vous avoue sincèrement que c'est pas du tout une scène... C'est pas la scène de contention, j'en ai vu plein dans les 1 an que j'ai passé, c'est pas du tout ça qui m'a le plus... fait violence. Parce que je pense que la violence, c'est pas... Il y a un éduc un jour qui m'a dit un truc que je trouve formidable, parce que dans une séance, dans un festival, il y a eu un bins pas possible, une femme s'est atrocement offusquée en me disant mais comment j'avais pu continuer à filmer, j'aurais dû poser la caméra, poser mon corps entre l'enfant et l'éducateur pour empêcher... mais j'ai halluciné, je lui dis mais... Et il y a un éduc dans la salle qui a dit... Quand un enfant risque de se faire écraser en traversant la rue, on le rattrape par le bras, même si ça lui fait mal. Et je me suis dit, mais ça c'est super. Du coup, je me dis, je la garde celle-là et je la redonnerai dans les projections. Parce que ce qui m'a beaucoup plus fait violence, c'est une forme de violence sociale, quoi. C'est-à-dire comment... qui commence tôt pour eux, quand même, pour beaucoup de ces enfants familiales. Et puis, mais voilà, parce que c'est quand même beaucoup de familles où il y a du chômage depuis plusieurs générations. Enfin, là, très concrètement, l'ITEP que j'ai filmé, c'est la white trash de la Sarthe, quoi. C'est le petit blanc des campagnes. Et du coup, c'est cette violence-là, moi, qui me dérange beaucoup plus que un môme qui pète un plomb et à un moment, voilà, il y a 2 éducs qui l'arrêtent parce qu'il va se jeter par la fenêtre, quoi. Enfin, là, ça me choque beaucoup moins que de se dire qui peut être fait, comment on peut penser l'école autrement que comme une machine à exclure les enfants, une certaine frange des classes populaires, parce que c'est ça aussi, quoi. Non, moi, justement, ce que je voulais dire, ce qui me semble... intéressant et important, et ce qui peut nous réunir aujourd'hui, c'est la question des besoins des enfants. Déjà, qu'on comprenne comment ils sont, comment ils fonctionnent. Et Philippe Jamet, je trouve que vous nous avez donné un premier abord, vous avez commencé un peu à nous les décrire. Moi, pour les avoir fréquentés, alors je les fréquente un peu moins maintenant, mais je les ai fréquentés longtemps, il y a aussi la question, ce qu'on pourrait dire dans notre jargon, d'une fragilité narcissique. Vous l'avez un tout petit peu abordé. Et en tout cas, souvent, ce qu'on vient constater dans le quotidien, c'est que ces enfants sont très fragiles. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils viennent aussi souvent tester la relation. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on est 3 avec ces enfants-là. Il y a nous, en tant que professionnels, il y a l'enfant qui est là, puis il
il y a la relation où de temps en temps, donc même régulièrement, quand ils ne sont pas bien, ils viennent attaquer cette relation pour voir s'ils peuvent avoir vraiment confiance dans cette relation. Est-ce que vous pourriez, Philippe Jamais, un petit peu, parce que je suis un peu feignant, donc j'ai un peu toujours cette tendance à redonner la parole à l'autre, mais qu'on puisse bien approfondir le fonctionnement de ces enfants, comment ils fonctionnent. Donc vous nous les avez d'abord décrits un peu sur cette décharge d'émotions qu'ils avaient beaucoup de mal à contrôler, ça on vient de le constater, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres modes sur lesquels ils viennent un peu se structurer, sur cette fragilité, ce manque de confiance qu'ils ont en eux, sur le fait qu'ils viennent tout le temps tester la relation, et puis aussi je pense, alors c'est parce qu'il y a Madame Gétin qui est là, c'est toujours ce petit clin d'œil, mais sur aussi les répercussions pour les parents, hein, parce que là on parle professionnel et tout, c'est aussi quand on est parent d'un enfant d'ITEP, voilà, quels sont les moments qu'on traverse, qui peuvent être simples, d'autres compliqués, et donc si vous pouviez un petit peu voilà, nous redévelopper cette définition de ce que sont, essayer de les décrire, pour qu'après on puisse envisager comment collectivement, les uns, chacun à nos places, on peut trouver les meilleures solutions pour eux. C'était un peu la démarche en plus qu'on souhaitait voir mise en œuvre. On va essayer de faire cette démarche. C'est-à-dire, c'est toujours ce malentendu sur les troubles psychiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bon, cet enfant, il va pas bien. Bien sûr que nous sommes tous le résultat de la rencontre entre un génome et un environnement, et on n'a choisi ni l'un ni l'autre. Mais on a cette chance assez extraordinaire, très mal utilisée, qu'en tant qu'être humain, si on n'est pas trop envahi par les émotions, et lui c'est justement son cas, je ne peux pas choisir, il n'a pas de choix. Pour pouvoir avoir un choix, il faut pouvoir prendre de la distance. Et pour pouvoir prendre de la distance, il faut avoir une sécurité intérieure minimale. Voilà. Sinon, il est tout le temps prisonnier des contraintes venues de l'extérieur. Et le problème, ce n'est pas qu'il renverse la table, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de renverser la table. Ce n'est pas un choix. Et ça, il faut voir ce que c'est le poids justement de ce qu'on appelle ces troubles-là. Si vous avez des obsessions, vous pouvez être tout ce qu'il y a de plus, vous pouvez être un grand savant, vous pouvez être Einstein, vous pouvez être... Bon, si pour vous rassurer, vous avez besoin de vous laver les mains 15 fois, eh bien vous savez que c'est idiot, que ça rime à rien, et que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas bien. Bon, si vous avez peur des souris, on a beau vous dire la souris, elle n'est pas... Ben vous avez peur de la souris, vous allez... Ah, ouais, il est parti. Bon. C'est-à-dire on est sous des contraintes tous émotionnelles. Eux le sont plus que d'autres. Et ils ne choisissent pas. Ce n'est pas parce que nous, on trouve que c'est compréhensible qu'il renverse la table. Le problème, c'est qu'il, lui, ne peut pas faire autrement et qu'à chaque fois, ça va se répéter. C'est là où il n'a plus de liberté. C'est tout à fait la bonne comparaison. S'il traverse la route, s'il ne peut pas s'empêcher de traverser dès qu'il y a quelque chose qui clignote ou qui le dérange, eh bien, il va finir par se faire écraser. Pas parce qu'il veut se faire écraser. Et là, on prête beaucoup trop d'intention. Et quand on dit « ils nous testent », mais non, ils ne nous testent même pas. Ils ne nous testent pas pour savoir si on les aime, c'est qu'à la fois, ils essaient d'aller vers nous et qu'en même temps, ils ont peur. En même temps. Bon. Ce n'est pas maîtrisé en disant « tiens, je vais voir ». Quand ils en arrivent là, c'est déjà qu'on a fait un pas énorme. Et c'est ce pas qu'essaie de faire l'éducateur. Et il a une grande chance d'être en ITEP. Une grande chance. Et à vouloir dire « ça le marginalise », bien sûr qu'il va dire « c'est différent », mais la différence, elle est dans ces contraintes-là qui pèsent sur lui. Et l'ITEP, après, c'est secondaire comme différence. C'est à nous de l'aider justement à comprendre que ben non, il est aussi valable que s'il était à l'école et que ça va là lui permettre d'avoir des moyens qu'il n'aurait pas à l'école parce qu'à l'école, ils n'ont pas le temps de pouvoir aussi s'occuper de passer le temps que va passer l'éducateur avec lui et que c'est intolérable aussi pour une partie des autres élèves. C'est une violence qui leur est faite. Et qui ne comprennent pas pourquoi lui, parce que justement il ne peut pas se retenir, et eux, ils devraient se retenir. Alors bien sûr mais pour eux, ça leur apparaît une très grande injustice aussi. Alors lui, on va tolérer, oui, c'est ça, soi-disant, et pourquoi on va le tolérer? Bon. Vous voyez que c'est plus compliqué, c'est-à-dire c'est notre degré de liberté. C'est pour ça que ça nous renvoie, ces problèmes-là, à une philosophie humaine. C'est là où est la vraie philosophie humaine, c'est-à-dire quel est le sens de la vie. Hein? Et que c'est justement au travers de la biologie là, qu'on peut maintenant comprendre combien nous sommes sous des contraintes nous-mêmes tous. Bon.
Encore une fois, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de parler le français, vous ne pouvez pas parler le japonais, vous n'avez pas, bon, vous n'êtes pas vous qui l'avez choisi. Bon. Bien, si vous êtes dans une famille qui parle très peu, bien évidemment, ça va aussi vous gêner dans l'expression, ou qui parle très mal, ou qui parle... Bon, et c'est souvent ce qui se passe dans le bilinguisme quand il est mal adapté, c'est-à-dire que oui, le jargon, des choses comme ça qui vont faire que l'enfant va être... Mais c'est très injuste, bien sûr, tout ça. Hein. Mais ça fait partie du vivant, et que ce vivant, bien, c'est une co-construction permanente. Alors, on a à la fois, je ne dirais pas des maladies, pour ça que pour moi, je penserais que, et je propose dans mes derniers livres de parler de conduite adaptative, mais ce n'est pas toujours bien reçu par des collègues, enfin j'en sais rien. Bon, de conduite adaptative, parce qu'en même temps, quand on dit qu'adaptative, et si c'est adaptatif, s'il n'est pas malade, alors pourquoi on tolérerait ça? Bon, il n'a qu'à faire comme les autres. Non, il y a des conduites qui sont pathogènes, parce que toutes ces conduites nous privent de ce à quoi on a droit. C'est-à-dire, c'est injuste, c'est pas fou de réagir comme il fait, parce que c'est logique avec ce qu'il ressent, mais ce n'est pas juste que pour ne pas se sentir trop mal, il soit obligé à chaque fois d'exploser, de taper ou de casser, parce que ça va le priver de ce à quoi il a droit, c'est-à-dire des relations de confiance avec l'entourage. Et il n'arrivera pas à les faire. Il va falloir tout un temps, et c'est pas ça, c'est pas juste. Vous voyez ? C'est comme si vous disiez à l'aveugle, l'aveugle c'est pareil, il n'a qu'à faire comme tout le monde, mais non, il faudra qu'il adapte à ce fait qu'il n'a pas de vue. Et ce n'est pas juste de ne pas tenir compte qu'il n'a pas choisi ça. C'est le même ordre. Il n'a pas choisi. Et si à chaque fois qu'on le contrarie, pète les plombs, eh bien, il va se retrouver seul dans la vie. Ce n'est pas juste. Il y a droit. Bon. Quand vous avez en effet vos tocs et vous les suivez, ben c'est normal parce que vous êtes mieux. Quand vous avez une anorexie et que vous ne mangez pas, ce n'est pas fou parce que ça vous fait du bien et vous vous sentez rassuré. Sauf que vous risquez d'en mourir, alors que ce n'est pas cela. Si vous vous scarifiez parce que vous êtes sous tension et quand vous vous demandez à quelqu'un qui se scarifie, il me dit « je ne sais pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, mais ça me fait du bien ». Alors ce n'est pas fou puisque ça lui fait du bien, sauf que ce n'est pas juste. Qu'il soit contraint de s'abîmer pour se sentir moins mal. Nous, on sait qu'il y a d'autres moyens que de se faire du mal. Vous voyez, c'est toute cette dimension qui va bien au-delà de la maladie dite mentale. C'est pour ça que je dis que c'est une philosophie humaine qui fait que l'être humain, quand il est dans une situation où il se sent sans pouvoir, et on n'est pas fait pour, comme tous les êtres biologiques, les êtres vivants, on est fait pour répondre activement à une menace sur notre territoire. On est programmé pour ça, les végétaux, les animaux, et nous encore plus, puisqu'on a le cerveau pour. On n'est pas programmé pour se sentir impuissant. Et il faut nous réagir activement. Mais réagir activement en allant vers les autres, eh bien, ça nous rend dépendants de ces autres. Voilà. Et ça va, si on a, et c'est là où tout le passif, toute l'éducation qu'il a pu avoir, l'insécurité. Quand on a été effectivement dans l'insécurité, dans une certaine forme de maltraitance, ça va peser. Et aller vers les autres, ça devient effrayant, ça devient inquiétant, ça devient très difficile. Et de toute façon, dès que vous voulez aller vers les autres, vous dépendez des autres. Et vous n'êtes pas sûr de leur réponse. Et là, ce n'est pas la tester, c'est le fait d'avoir eu des réponses satisfaisantes sur des années va créer cette confiance, au risque toujours de la déception. On risque toujours d'être déçu et la vie ne se contrôle pas. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Si vous commencez à dire à quelqu'un « je t'aime tellement que je t'enferme dans la cave », ce n'est pas bon pour l'amour. On le sent tout de suite que ça ne va pas mal se passer. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans certaines formes passionnelles. « Je te veux à moi », etc. Et si je te veux à moi, mais il est plus. C'est ce paradoxe de la vie, c'est qu'il n'est plus lui-même alors à ce moment-là et c'est vécu comme quelque chose d'impossible. Par contre, et c'est ça qui est quand même devrait être pris en compte de façon essentielle. C'est qu'il n'y a qu'une chose qu'on arrive à contrôler, c'est la destructivité. Là, on a besoin de personne, on est toujours sûr du résultat. Le seul moyen d'être sûr du résultat d'un examen, c'est de ne pas le passer. Dès que vous le passez, vous pouvez avoir 99,9% de chances de le réussir. Vous tomberez sur un connard qui va vous humilier, qui ne va pas vous comprendre, qui va vous déstabiliser. Et puis c'est l'échec, vous dites c'est pas possible. J'y vais pas, vous êtes sûr du résultat. C'est pas que vous êtes heureux, c'est même pas du masochisme. Mais comprendre que c'est la seule forme de créativité, la destructivité que j'appelle la créativité du pauvre, pas au sens économique. Mais si je me sens impuissant, si je me sens humilié, si j'ai aucune valeur, eh bien, il y a toujours quelque chose qui reste avant de disparaître, c'est détruire, y compris se détruire. Et pour moi, le suicide est un acte de vie.
Voilà. Et où parce que c'est un moyen de redevenir acteur de sa vie. Et c'est ce qui se passe avec le terrorisme, qui n'a rien de nouveau d'ailleurs, qui a toujours été pareil. C'est-à-dire que d'aller mal, c'est toujours pareil. C'est-à-dire on est mal, on se sent dans l'infériorité, on a peur, et comment on va réagir? Eh bien en étant dans des choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire la rupture du lien. Et je dirais que tous les troubles psychiatriques vont se caractériser par une rupture du lien aux 3 niveaux de ces échanges que sont prendre soin de son corps, se nourrir et augmenter ses compétences, et la sociabilité. Et dès qu'on va mal, eh bien on a toujours la possibilité d'aller faire la gueule dans sa chambre, de s'enfermer, de se détruire. Si c'est un moment adaptatif, eh bien c'est pas grave. Lui aussi, si par moment il avait des crises de colère, d'accord, le problème c'est quand il s'enferme là-dedans. Et qu'à chaque tension trop grande, il va réagir comme ça, et ça va le couper des autres. Plus ça le coupe des autres, plus il est renvoyé à sa solitude et à ses peurs, et ce comportement s'auto-renforce. Et c'est pour ça que pour moi, les ITEP, dont je suis un grand défenseur, c'est des outils de liberté prodigieux. Alors après, c'est qui il rencontre. C'est tout ce qu'on voit, comment ça va se nouer avec les personnes. Il y a des choses plus positives, des choses moins négatives, mais c'est une chance parce que ça leur permet justement un niveau d'adaptation de l'environnement qui est un niveau, non pas d'humiliation, mais au contraire d'arriver, c'est ce qu'on voit là, quand il arrive petit à petit, en voiture, comme ça, l'air de rien, et qu'on arrive à faire passer toute une possibilité de raisonnement, d'interrogation sur ce qu'il veut. Mais il y a aussi d'autres moments, et on l'a vu tout à fait par hasard dans l'extrait, quand ce garçon est un petit peu tenu de façon violente, on sent l'éducateur qui le prend par le bras, qui le serre, qui lui fait mal. Ce garçon va se retrouver quasiment à genoux, ou en tout cas accroupi. 3 adultes autour de lui, et vous avez sans doute été sensible à ça, hein, la violence de l'interprétation qui lui est faite autour d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Avec qui t'étais? T'étais avec ton papa? C'est pour ça on a tous été sensibles à cette question. Alors, comment ne pas justement attaquer ces liens alors que chez les adultes, c'est déjà extrêmement compliqué de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'on l'a vu et c'est tout à fait par hasard. À mon avis, c'est pas le fait de le faire, c'est comment c'est fait et dans quel esprit. Et ça peut être tout à fait positif, parce que s'il a confiance en l'éducateur, s'il sait qu'il y a toute une histoire entre eux où ils savent que le père, par moment, ça se passe très mal, ou la mère, il y a des torts. Alors, chez qui tu étais? Parce que ce n'est pas une accusation. C'est nous qui le voyons de l'extérieur. Mais ça, c'est terrible. C'est qu'il faut se dire qu'on a chacun une grande propension à ne comprendre que ce qui nous parle. Et que là aussi, on a le même problème de racisme, je dirais. C'est que celui qui est différent, si moi je ne le comprends pas comme lui le comprend, eh bien je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il lui fait une violence intolérable. Pas du tout. C'est comme si vous êtes dans le Midi, qu'il y a une mère qui vous crie à son fils, je préférerais te voir mort que de te voir comme ça veut dire je t'adore et je ne peux pas me passer de toi. Bon, mais si c'est dit par un Danois froidement et comme ça, alors là, ça va dire, ça va être effectivement, ça va avoir, c'est-à-dire, il faut pas, c'est pas le contenu, c'est l'ambiance, le climat affectif qui va énormément compter. Et moi, je ne suis pas choqué du tout par ce fait de prendre le bras, etc. Si je te ramène là, bon, et c'est un peu dire, mais c'est le climat dans lequel ça se fait. Et s'il sent que cet éducateur, il s'intéresse à lui, il s'occupe, il sait ce qui se passe, il le comprend, et bien là, ça devient une complicité qui se construit. Mais si c'est fait par quelqu'un qui le fait que comme ça, et bien là, ça va être... C'est pour ça que c'est pas comme pour les paroles. Et quand on dit, il y a le contenu de l'interprétation de ceci, c'est pas tant ça que le sens émotionnel qu'on donne, c'est le climat affectif qui est tout à fait important. Ouais. Et que sans arrêt, on a pris les mots pour des finalités. Et c'est ça de terrible quand à partir de la psychanalyse ou d'autres, on a sorti des rengaines toutes faites, où on va comme ça dire des choses qui en soi ne sont pas fausses, mais qui sont n'ont plus du tout le même sens dans telle ou telle application. Vous avez ressenti ça, Céline, cette question de la relation affective et positive de la part de l'ensemble des professionnels? Alors, pas de l'ensemble, parce que comme on en avait discuté aussi, moi je peux filmer, c'est mon problème psychologique, je peux filmer que des gens pour qui j'ai de l'empathie. Sinon, je ne peux pas les encadrer, au sens propre du terme, c'est-à-dire je ne peux pas les encadrer. Donc, du coup, j'ai naturellement dans cette ITEP
filmer les gens dont le travail m'émerveillait, quoi, d'une certaine manière, où je me disais, tiens, là, il se passe quelque chose. Là, il y a de la relation, il y a de l'humanité qui se trame, donc c'est ça qui m'a intéressée. Après, tout le monde n'est pas un héros. Dans chaque institution, il n'y a pas que des héros, on le sait. Dans chaque entreprise, il n'y a pas que des héros. Voilà, il y a des gens moyens, il y a des gens mauvais, il y a des gens excellents. Bon. Donc du coup, je pense à cette scène-là particulièrement. Ouais, c'est pas, je veux dire, non, c'est pas une violence. Pour moi, mais bon, c'est pas forcément super pertinent. Et voilà. Et en même temps, même les gens formidables que j'ai filmés dans ce film. C'est comme Spider-Man, hein, on l'aime parce qu'il fait plein d'erreurs, quoi, comme tous les super-héros. Et du coup, comme c'est des humains, bah voilà, des fois ils se plantent. Puis ces enfants, ils ont quand même la particularité de savoir, ils ont une intelligence relationnelle au-dessus de la moyenne. Ils ont traversé, pour la grande partie d'entre eux, quand même tellement d'épreuves qui sont redoutables en termes de lecture de l'être humain qu'ils ont en face d'eux. Ça, par exemple, c'est dommage que ce ne soit pas des compétences valorisées à l'école, parce que là, ils seraient nettement au-dessus des autres. Et du coup, ils ont une capacité, quand un adulte ne va pas super bien. Moi, ça m'est arrivé une fois d'arriver à l'ITEP, j'étais pas bien, j'ai tourné une demi-heure, j'ai rangé ma caméra et je suis partie. Parce que ça fusait. Et je veux dire, ils le sentent, et du coup, ils viennent pile appuyer là où ça peut faire mal, ils savent immédiatement où c'est. Et du coup, bah voilà, c'est quand on est obligé de travailler, de faire sa journée là-bas et que on est en plein divorce ou que voilà, dans la vie à côté, c'est aussi des enfants qui rendent. Enfin, je sais pas quelle expérience vous en avez, mais ils peuvent être insupportables et hyper méchants et puis parfois ils sont au contraire d'une grande empathie parce qu'ils sentent que ça va pas. Et j'ai vu aussi des enfants protégés entre guillemets des adultes en disant aux autres là je suis les baskets, là c'est pas le moment de venir de la ramener, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de tout à fait fondamental dans ce domaine-là, que finalement, comme vous dites, je vais le dire de manière qui est un peu provocante, pas d'être sur le fond, mais qui permet de toucher des choses qui sont essentielles. Et que quand vous dites si j'ai pas d'empathie, je filme pas, c'est la même chose que le racisme. Il ne me plaît pas, il n'est pas bon. Alors si après, objectivement, on dit voilà, c'est quelqu'un qui a fait ceci, cela, qui a ce parcours, peut-être. Mais de dire si je me sens pas en empathie, c'est qu'il n'est pas bon, ça veut dire la vérité, c'est moi qui l'en possède. Moi, je dis pas ça, moi. Enfin, non, mais je prends un exemple très simple. De gens qui font du documentaire. Prenons Michael Moore, par exemple. Michael Moore, son truc en tant que documentariste, c'est d'aller, par exemple, filmer, comment il s'appelait, Charles, le président de la National Rifle Association. Moi, je pourrais pas filmer ce gars-là. C'est-à-dire, je trouve ça super fort d'y aller et de lui péter. Lui, Michael Moore, il prend parti du fait qu'il a raison, donc il va aller pourrir la tronche de... Comment il s'appelle déjà ? Charlton Heston, voilà. Et il va nous le montrer moitié avec du fromage blanc dans le cerveau, tellement il est complètement devenu débile. Et il le filme, et il va jusqu'au bout, et il nous le montre, et nous on dit « Waouh, quel gros pourri !» Je pense qu'en plus... Je ne crois pas à l'objectivité de... J'ai aucune objectivité, moi, quand je tourne. C'est-à-dire, je partage avec vous ma subjectivité. Donc effectivement, j'ai un comme tout artiste faisant quelque chose, je suis Dieu. Je suis Dieu, j'arrive et je choisis et je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Et je fais après, on fait du montage, ça veut dire qu'on vous manipule. Mais le cinéma et l'art, ce n'est que manipulation et que... 80 heures de film pour 1h20 dans la forme commercialisée et 52 minutes pour ce qui a été diffusé sur la chaîne. Donc je me revendique alors comme artiste raciste. C'est ce que tu nous disais dans la rencontre qu'on a eue ensemble, c'est de dire ce n'est pas un reportage sur les ITEP et les enfants d'ITEP, c'est un film d'auteur. Oui, c'est exactement. C'est-à-dire, c'est pas un film d'entreprise. C'est-à-dire, si la discussion qu'on avait eue, c'est ça. De toute façon, même si j'avais fait un film d'entreprise, en même temps, il y a assez peu d'objectivité. Si ce n'est que tu mets.
Ouais, alors on se serait vu avant, puis on aurait écrit la bande son. On aurait écrit la bande son en disant voilà ce qu'il faut penser. Sur l'autre problème, c'est de réduire une personne à ses aspects négatifs. Qu'est-ce qui permet de dire celui-ci c'est un pourri, il restera pourri. Et alors quand on dit c'est un malade, alors pas du tout, il y a des gens qui sont dit, il y aurait, quand ça nous plaît pas, et qu'il y aurait des états. Moi je ne crois pas. Je crois que les gens sont beaucoup plus vulnérables que ça. Encore une fois, personne n'a choisi ce qu'il est. On peut difficilement choisir ce qu'on en fait. Je dis difficilement parce qu'arriver à choisir ce qu'on fait de ce qu'on est, ça demande beaucoup de recul. Ça demande justement de sortir d'une addiction totale à son esprit émotionnel. Ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Le difficile, c'est à la fois d'être sincère et de dire les choses. Et là, je suis pas plus. Et là, je suis à la spécialisation. C'est ça. On peut s'emballer. Mais en même temps, il y a attention. Et ça, c'est pas difficile d'être en harmonie avec ce qui est difficile, c'est d'être confronté à quelque chose qu'on vit comme difficile, comme pouvant faire du mal, comment on va amener cette personne. Et qu'on a tellement tendance, ça c'est une tendance humaine pour nous rassurer, à poser des catégories binaires. Il y a le mal, c'est le vrai, c'est le faux, la vie n'est pas binaire. C'est là pour rassurer les êtres humains. Et alors on va dire celui-là c'est un mauvais, et celui-là c'est un bon, ça c'est un fou, et ça c'est pas. C'est réduire la personne. Et ce que nous montre justement la biologie, c'est que cette présence des conflits, cette dynamique des conflits. Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas en quoi. Pour vous là, du coup, tout à l'heure vous disiez ah là là, le film ne montre pas la complexité de ces enfants-là. J'arrive pas à comprendre votre point de vue du coup. Ah d'accord. Ben oui, mais. Non, le film, justement, j'ai trouvé que ça montre bien, ni en vue plus que cela, je trouve que c'est une grande réussite. D'ailleurs, c'est une grande réussite parce qu'on voit bien, justement, cette tension permanente, mais qui, dans l'ensemble, et je le ressentais, moi, comme cette personne-là, moi, a priori, je ne la sentais pas comme malveillante à l'égard de l'enfant, le voyant comme ça, alors peut-être qu'elle avait plus que je pensais, moi, je ne le sentais pas du tout. Oui, mais chacun interprète en fait, enfin, chacun a son interprétation d'une représentation. Parce qu'en plus là, on est dans l'interprétation d'une représentation qui, elle-même, est empreinte de ma subjectivité. Parce que quelqu'un d'autre aurait filmé cette scène, c'est ça qui est formidable quand on voit, c'est qu'il n'aurait pas du tout, il suffisait, je sais pas, qu'il le filme du point de vue de l'adulte, c'est-à-dire là la caméra elle est à hauteur des yeux de l'enfant. On aurait pu filmer la scène en plongée parce que l'adulte est au-dessus de l'enfant en termes de taille. On aurait une autre là, on aurait une lecture du pouvoir, par exemple. Moi, j'ai trouvé une assez grande complicité entre les deux. Je veux dire, malheureusement, moi, je suis pas un artiste. J'essaye de me définir comme un humble artisan du secteur médico-social et de l'enfance. Ce qui me semble éventuellement intéressant de ce qui est développé là, et c'est souvent ce qui peut se passer avec les enfants qui sont accueillis dans nos établissements, qui présentent des difficultés psychologiques, c'est la reproduction de la forme. C'est à un moment donné comment, dans leur comportement, nous-mêmes en tant que professionnels, on va pouvoir, à un moment donné, justement essayer de construire des relations telles que le décrivait Philippe Jamet, qui ne soient pas une représentation à l'identique ou une attitude en miroir par rapport à ce que nous proposent les jeunes. Et c'est bien là, à un moment donné, qu'on peut éventuellement essayer de se prétendre être des professionnels. Et c'est en ça, je dirais, que les ITEP, alors je ne suis pas là pour vendre la soupe hein, des ITEP, c'est simplement une préoccupation en tant que professionnel dans ce qu'elles essayent de mettre en place, c'est-à-dire dans le travail à plusieurs, la question de l'interdisciplinarité, essayer de se dire qu'autour des trois piliers du pédagogique, de l'éducatif et du psychologique, on va pouvoir, ensemble, dans une réflexion collective, pouvoir offrir une réponse la plus cohérente possible à l'enfant. Et justement, à un moment donné, on va dire faire institution, pas tellement dans une construction de mur, mais dans une réponse cohérente
entre professionnels, justement qu'il n'y ait pas ces réactions en miroir. C'est comment, à un moment donné, on va pouvoir s'entraider les uns et les autres lorsque l'enfant nous propose une situation et on va pouvoir avoir cet aspect un peu compatissant ou avoir beaucoup d'empathie à son égard, de façon à trouver la meilleure solution et le meilleur positionnement. Et c'est en ça qu'à un moment donné, les réponses institutionnelles sont intéressantes. Et c'est un outil technique qui peut sembler tout bête, c'est aussi en ça que le décret sur les ITEP, à un moment donné, vient proposer, et c'est les seuls établissements pour lesquels il y a cette proposition, un travail d'analyse de la pratique. Et ça, c'est fondamental. C'est comment nous, en tant que professionnels, alors on est bien d'accord, hein, c'est pas toujours parfait. Je suis directeur d'établissement, j'ai déjà licencié des professionnels. Donc je ne suis pas en train de vous vendre un modèle parfait, on est sur une organisation humaine. Maintenant, c'est la question de nos intentions collectives. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et le deuxième point, peut-être on y reviendra, ce qui me semble très important aussi sur la question de l'inclusion scolaire, c'est comment, à un moment donné, dans le parcours de vie d'un enfant, le fait qu'il puisse venir dans un ITEP ne soit pas stigmatisant. Mais ce n'est pas forcément l'ITEP qui est stigmatisant. C'est aussi peut-être le parcours de l'enfant qui va être parsemé d'échecs. Et quand un enfant, alors là, je crois que je m'adresse à des professionnels, quand un enfant va avoir un parcours qui va du CMPP, où le CMPP va éventuellement, à un moment donné, pour un certain nombre de raisons, considérer qu'il est nécessaire qu'il y ait autre chose. Et on voit bien, à un moment donné, qu'il y a un parcours de l'enfant qui n'est pas, on ne va pas lui dire, là, cet endroit va être bon pour toi, de façon à venir te resolidifier, de façon à pouvoir éventuellement gérer ces renversements de table qui sont un peu destructeurs et qui va faire que tu vas pouvoir être un peu moins dans une destructivité, et de faire que ce moment soit un moment soignant, éducatif, que l'enfant va aussi pouvoir faire des activités qui vont le rassurer, que aussi les parents vont pouvoir, moi ça va être un mot tout bête, hein, mais les parents vont pouvoir être fiers de leurs enfants. Je pense qu'on peut tous vous témoigner, lorsque des parents viennent dans nos établissements, qu'ils voient à un moment donné ce qu'a été capable de faire leur enfant et sur lequel on va mettre du positif en effet, et on va aussi traiter les aspects qui sont plus compliqués. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, hein. Cette notion de bien faire attention à cette question de la reproduction de la forme, et ces enfants parfois en tant que professionnels peuvent nous emmener sur ce type de comportement, notamment sur la question de la violence. Pour ça, je dirais qu'on a deux outils, qui est la question de l'interdisciplinarité, le travail à plusieurs, et qui est la question de l'analyse de nos pratiques, d'essayer de voir, de comprendre à un moment donné comment on a été confronté à ça, et aussi de faire que l'ITEP ne soit pas une espèce de bulle dans laquelle l'enfant passe de l'ITEP au milieu ordinaire. C'est-à-dire que ça soit un lieu qui est bon pour lui, sur lequel il va pouvoir venir un petit peu, moyennement, beaucoup, pas longtemps, longtemps. Et ça, je pense que c'est fondamental de bien essayer de l'analyser comme ça. Alors, on est bien d'accord, à l'heure actuelle, les ITEP, nous sommes sur un chemin. Ça ne veut pas dire que tous les ITEP ont cette réponse-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on essaye d'offrir ces réponses-là. Alors, c'est une très bonne transition parce qu'on va vous laisser quelques minutes pour nous présenter, François et Gilles, le dispositif ITEP. Et vous avez bien compris que le dispositif, ce n'est pas l'établissement. Et c'est cette perspective qui va nous être présentée de façon un petit peu structurée par nos deux collègues. Vas-y, tu peux lancer la première. Bon, sur cette diapo-là, on peut peut-être la passer, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on vienne se resituer, nous, R, hein, qu'on vienne un peu dire qui on est. Souvent, on se définit comme une association de professionnels militants, hein, parce qu'on a travaillé dans ces établissements, et qu'il y a une réalité, en effet, à l'heure actuelle, sociale, c'est qu'il n'y a aucun lobby, à l'heure actuelle, où il y a très peu de lobbies d'associations de parents qui viennent défendre les intérêts de ces enfants, et c'est souvent nous, l'air, qui venons, au niveau des pouvoirs publics, un peu développer. Donc, dans la réflexion qu'on a eue, on est bien évidemment parti de la question des enfants, de comment ils fonctionnaient. On sait tous, et ça, Philippe Jamet pourrait le redévelopper, c'est la variabilité des troubles. C'est qu'en effet, les enfants d'ITEP, il y a un jour où ils vont bien, et parfois, souvent, je le dis en blaguant à des inspecteurs ARS, certains jours, vous pourriez venir dans un ITEP, vous vous diriez, mais pourquoi mettons autant d'argent dans ces établissements?
les enfants disent bonjour, tout va bien. C'est vrai qu'il y a des moments, vous les voyez, ils peuvent être en classe. Et puis, il y a des moments où ils renversent l'étape. Donc, il y a cette variabilité des troubles qui est un élément important et qui nous a amené à une réflexion sur le fonctionnement de nos établissements. Ce qu'on disait, une grande fragilité narcissique, c'est des enfants qui sont fragiles. Ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, il faudrait peut-être que je change une fragilité qui les conduit à mettre à l'épreuve la capacité de leur environnement à maintenir un lien qui les sécurise. Il faudrait que je reprenne, faut que vous me le redisiez 2 ou 3 fois, et puis en effet sur ce fait qu'ils n'ont même pas cette capacité éventuellement à venir tester le lien. Un point hyper important qui est quand même la question du handicap invisible. On est bien d'accord, ces enfants-là, et ça a été beaucoup développé par Philippe Jamet, c'est cette question entre le pouvoir et le vouloir. Très souvent, on va dire, mais il ne veut pas, quoi. Il ne veut pas être sage, et il ne veut pas aller en classe, et, y compris nous-mêmes, parfois, en tant que professionnels, je me suis déjà surpris à le dire, écoute, tu ne veux pas être sage, pourquoi tu ne veux pas aller en classe? Non, c'est qu'à un moment donné, il ne peut pas. Et puis, comme on disait, des états variables, au regard de leur environnement et de ses propres fragilités. C'est-à-dire que si on prend la question du handicap physique, c'est vrai que je caricature un peu, mais un plan incliné va venir compenser le handicap. Ces enfants-là, leur situation, l'environnement va être beaucoup lié à la capacité relationnelle de l'environnement de pouvoir travailler avec ces enfants. Alors, on est bien d'accord, ce sont que des professionnels qui sont, oui, voilà. Non, c'est pour savoir. Donc, à l'heure actuelle, les réponses qu'on avait à notre disposition, c'était le CESAD, avec un travail autour de la proximité, et puis l'ITEP, qui avait souvent 2 possibilités de réponse, qui étaient l'accueil de jour et l'internat, autour de logiques de 210 jours par an. Et on avait ces outils qui venaient un peu constituer des tuyaux d'orgue, c'est-à-dire on était dans l'un ou on était dans l'autre. Et on avait une réponse soit à domicile, soit en institution. Et pour passer de l'un à l'autre, si nécessaire, il fallait repasser par les commissions de type MDPH. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on est venu constater, nous, assez rapidement, c'est qu'on va dire que le temps de vie de l'enfant, ou on va dire que les temps administratifs n'étaient pas calés sur le temps d'évolution du parcours de vie de l'enfant, et que justement, pour changer ces places et ces tuyaux d'orgue, parfois, ça pouvait être problématique sur ces enfants qui avaient quand même besoin d'être assurés régulièrement. Donc pour nous, les constats, c'était qu'il y avait beaucoup de freins pour la fluidité du parcours. Il fallait repasser devant des commissions, il fallait rejustifier. On avait des fonctionnements parfois qui pouvaient être aussi interrogeants pour les parents. C'est-à-dire que les parents, l'enfant passait d'un ITEP à un CESAD et il fallait qu'il revienne, qu'il y ait à nouveau une procédure d'admission. Et il y avait, on va dire, des lourdeurs de fonctionnement qui étaient propres à nos institutions et qui n'étaient pas propres aux besoins de l'enfant. Donc il y avait cette question de passage d'une réponse à l'autre. Et puis il y avait aussi de trouver la bonne dose acceptable par l'enfant ou le jeune. Comme je vous disais, ce qu'on constatait, nous, dans nos établissements, c'était que les uns et les autres, alors je ne vais pas dire qu'on bricolait, parce que j'ai changé, on faisait de l'artisanat, c'est un peu plus noble, on faisait de l'artisanat. Tu étais artiste, donc. Ouais, non, je suis artisan, je ne suis pas artiste. On faisait de l'artisanat et on essayait de moduler les parcours des enfants, les besoins des enfants et de leur offrir des réponses. Et on avait de plus en plus des parcours d'enfants ou de jeunes qui prévoyaient des temps de scolarisation en école ordinaire, un petit peu, moyennement ou beaucoup. Et on voyait bien que de temps en temps, il était nécessaire de trouver cette bonne dose. Et donc, justement, pour nous, l'objectif final était d'éviter une organisation en tuyau d'orgue qui évite les ruptures de parcours. C'est de trouver une organisation qui réponde aux besoins de ces enfants. Et qu'on ne soit pas sur des fonctionnements institutionnels où on mette l'enfant dans une case d'une institution ou d'un type de prise en charge. Alors, ce qu'il faut dire pour compléter, c'est que quand on dit ITEP, accueil de jour, internat 210 jours par an, l'enfant devait être présent à l'ITEP 210 jours par an physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas là cette souplesse qui correspondait à ses besoins. C'est-à-dire que 25 places d'ITEP en internat nécessitait qu'il y ait 25 fois 210 jours par an de présence. Voilà, on était quand même quelque chose de très marqué. Concernant aussi
la dose acceptable, ou ce qu'on peut dire souvent chez nous aussi, ce qu'un enfant ou l'adolescent peut supporter. On se retrouvait fréquemment dans des situations où, pour des adolescents déscolarisés, après un long parcours de consultation et d'échecs scolaires, déscolarisés, pour lesquels la MDPH indiquait internat d'ITEP, après une année ou deux d'errance. Alors moi, je pars d'une ville urbaine. Je paye en 1000 celui qui, du jour au lendemain, va pouvoir récupérer un ado qui vit dans des cités à Marseille, puisque et lui dire, du jour au lendemain, tu vas à l'internat 210 jours par an. Je vois qu'il y avait là quand même des choses qui pouvaient vraiment créer de la rupture et tendre dans la relation, avant même qu'il y ait la relation, tendre dans la rencontre, de telle sorte qu'elle était irréalisable. Donc là aussi, essayer de prendre l'enfant et l'adolescent parce qu'il peut, par la partie, je dirais par ce qu'il pourra supporter, pour que l'ITEP au sens global de la définition, c'est-à-dire accueil de jour, internat et CESAD, puisse se mettre en œuvre. Et je dirais qu'on pourrait quasiment avoir le même raisonnement avec les parents. C'est-à-dire que pour les parents, il est évident que de faire des premières propositions de réponse qui peuvent être partielles, ambulatoires, un petit peu, bien évidemment, peuvent être dans ce côté, mon enfant n'est pas un enfant normal, moi on pourrait le considérer ordinaire, qu'est-ce que c'est ordinaire? Voilà, n'est pas un enfant tout à fait comme les autres, il a des besoins spécifiques, et donc aussi dans ce travail qu'on peut avoir avec les parents, on se rend compte à l'heure actuelle que quand on le met à l'épreuve, c'est ce qu'on essaye de promouvoir à l'heure actuelle est un outil très très intéressant. Alors les conséquences, c'est un peu ce qu'on vous a décrit pour finir. Là, on a été un peu plus loin. C'est qu'on se retrouvait parfois dans des impasses, parfois il y avait des ruptures. Et puis, alors là, ça vous concerne peut-être un petit peu moins, c'est qu'il y avait pour nous parfois en tant que gestionnaire, dans nos rapports avec l'ARS, dans nos rapports avec la MDPH, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers, il y avait des prises de risques qu'on pouvait être amené à prendre, qui pouvaient être éventuellement limites et qui, on va dire, ce qui était bon dans l'intérêt de l'enfant pouvait éventuellement, nous, à un moment donné, nous mettre en tant que professionnels en tension, et donc qui fait qu'éventuellement on pouvait avoir des arbitrages. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer cet aspect-là des choses. Il est à prendre en compte, qui fait qu'éventuellement on aurait pu avoir tendance à avoir des arbitrages qui n'aillent pas forcément dans l'intérêt de l'enfant, mais qui soient parce qu'il fallait qu'on fasse vivre la structure en tant que telle. Donc on a commencé à prendre des risques, on les a faits, on les a assumés, et au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on a milité pour un autre chemin. Alors, pour nous, il y avait cette nécessité, c'était la question de garantir la continuité de l'accompagnement. Alors, excusez-moi, j'ai mes lunettes, je vais mettre un... Oui, voilà, c'est la question de ce que je disais tout à l'heure, de l'accompagnement soignant qui s'appuie sur une intervention interdisciplinaire. Souvent, quand on admet les parents, les uns et les autres, on aime bien dire aux parents, parce qu'on est bien d'accord, les enfants et les familles qui arrivent très souvent, même s'ils sont un peu tristes que leur enfant vienne à l'ITEP, sont souvent très fâchés après l'école ordinaire. Ils sont souvent très fâchés après l'école ordinaire parce que ça a été souvent pour eux quelque chose de compliqué, qu'ils ont été renvoyés parfois à un certain nombre de leurs difficultés, qu'ils ont dû parfois être la main sur le téléphone et que lorsque l'école les appelait, ils devaient venir. Je vous dis franchement, moi, dans mon environnement, j'ai un collègue proche qui a un enfant qui est un peu tonique et hyperactif. On a un code ensemble, il a son téléphone portable, il peut se faire appeler à tout moment par le collège, et on voit, bon, là, il y a une souplesse. Mais donc, pour vous dire que souvent, ce qu'on aime bien dire aux parents, c'est qu'on n'est pas meilleur que l'école, c'est qu'on est différent. Et qu'on est différent autour, notamment, de cette question de l'interdisciplinarité. Une de nos forces, c'est la question du travail à plusieurs. Et là, c'est aussi un des aspects que nous, on promeut, notamment dans le travail avec les secteurs sanitaires, avec les secteurs sociaux et avec l'éducation nationale, c'est que cette force qu'on a, qu'on puisse d'une certaine manière la rendre contagieuse, et que pour bien s'occuper de ces enfants, pour, avec les parents, proposer des réponses cohérentes, il faut être plusieurs, réfléchir à plusieurs et être plusieurs métiers, sinon il nous semble que c'est trop difficile et trop complexe. Voilà, on va passer, ou tu complètes? Oui, ce que je voudrais compléter, c'est souvent on nous dit, dans ce que vous avez construit sur le dispositif ITEP, l'ITEP fait tout.
peut tout faire. L'ITEP peut faire le thérapeutique, l'éducatif, le pédagogique. Et nous, dans ce qu'on défend comme position, c'est surtout pas tout seul. L'ITEP ne fait surtout pas tout seul. Et dans la notion de, bon, si vous lisez les textes, de dispositif intégré des ITEP, la notion d'intégrer ne veut pas dire que l'ITEP intègre toutes les réponses, mais qui va intégrer dans l'environnement les réponses réalisables. L'environnement de l'enfant, ça peut être la famille, l'école, le quartier, le collège, l'institution médico-sociale en fait partie. Alors souvent, l'enjeu était de dire l'ITEP fait tout en interne, fait tout seul. Non, surtout pas. Je crois que c'est une garantie de sécurité pour les enfants, mais aussi pour les personnels et toutes les équipes de l'ITEP et la qualité du travail. Moi j'aimais bien, je ne fais plus les admissions d'enfants, mais j'aimais bien lorsque je faisais les admissions d'enfants, souvent quand je sentais que c'était possible, de regarder l'enfant et ses parents, et je leur disais, tu sais, nous on n'a qu'un objectif, c'est de te mettre dehors le plus vite possible. Alors il y avait toujours un espèce de moment de sidération, et au bout d'un moment, c'est là où on voit quand même qu'ils avaient énormément de ressources, et je pariais toujours sur leurs ressources, ils comprenaient bien le sens de ce qu'on voulait leur dire à ce moment-là, et de dire en effet que l'ITEP était ce passage, et que justement la question de l'exclusion ne venait pas se jouer là-dessus, elle se venait de jouer sur leur capacité à pouvoir gérer leurs émotions de façon à pouvoir vivre des relations sociales à peu près stables au sein de l'école et plus tard chez leur employeur, hein, parce qu'on est bien d'accord, nous notre objectif c'est pas de les préparer à l'école, c'est de les préparer à leur vie d'adulte, hein, c'est un objectif entre guillemets plus ambitieux. Donc voilà, comme on vous disait, pour nous l'ITEP c'est une conception clinique, c'est un ensemble de moyens d'accompagnement qui est propre à l'ITEP, hein, avec justement cette idée aussi de l'internat, de bien vous dire que quand nous parlons d'internat, la question n'est pas d'être un internat social, parce que les parents seraient éventuellement pas capables de s'occuper de leur enfant, c'est simplement à un moment donné soit une proposition pour l'enfant de vivre en groupe, soit à un moment donné, parce que les tensions sont trop fortes, et on vient faire le constat ensemble entre les parents et nous-mêmes, qu'il est nécessaire de mettre un peu de distanciation, et l'internat doit vraiment se concevoir dans cet esprit-là. Et puis, comme on vous le disait, un ensemble de moyens humains qui vont être organisés de façon à offrir toute une série de réponses. Alors, on va aussi passer vite. Nous, ce qui est important pour nous, c'est la question de l'égide institutionnelle, comme on vous disait, mais l'institution pas pensée comme étant dans les murs. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec des enjeux qu'il y a eu autour de l'Europe, on parle toujours de l'institution les murs. Nous, on parle d'une institution, on va dire, une capacité de penser à plusieurs. Hein. C'est surtout autour de cette idée-là de l'égide institutionnelle. Comme on vous disait, d'essayer de mettre en place un maximum de possibilités de scolarisation ou de formation, parce qu'il y a des jeunes adultes, à titre individuel ou collectif, soit au sein de l'école, soit au sein de l'ITEP, et de toujours essayer de jouer sur un territoire géographique qui est proche de l'ITEP. Ne pas oublier aussi la question de l'accessibilité et de la participation sociale, hein, parce que je crois qu'il est aussi important de toujours pour ces jeunes-là d'envisager, il peut y avoir un moment de vivre ensemble au sein d'un club de sport et que au sein d'une activité culturelle, et que si à un moment donné c'est trop compliqué l'école parce qu'il y a un certain nombre de codes et de règles pour lesquels l'enfant va avoir du mal à gérer ses émotions, il y a aussi ces outils-là qui vont permettre de pouvoir envisager une inclusion de l'enfant. Donc là, le projet, c'est que chaque enfant puisse bénéficier de l'une ou l'autre des trois modalités. C'est en ça qu'on parle d'un dispositif ITEP, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un cloisonnement entre le CESAD, de l'accueil de jour et de l'internat. Il y a trois grandes dynamiques qui viennent. Une intervention de proximité auprès de l'enfant, au sein de l'école, d'un club culturel, au domicile, hein, auprès de son environnement aussi, parce que c'est important, et ça, Philippe Jamais nous l'a dit, il y a aussi une action auprès de l'environnement. C'est justement dans cette question de comprendre l'enfant, de se vouloir et de pouvoir. C'est vrai que si un enseignant qui est tout seul, à un moment donné, se dit bah, cet enfant ne veut pas, eh bien, ça sera toujours très compliqué pour lui. Il faut à un moment donné qu'ensemble, on arrive à comprendre que l'enfant ne peut pas, et que si à un moment donné, en effet, il a des comportements tels que ceux qu'il a, et c'est qu'il ne peut pas faire autrement.
Et ça, c'est fondamental aussi. Et puis, comme on le disait, un accueil au sein d'établissements en journée qui va permettre des scolarisations, toutes les modalités possibles. La question de la formation professionnelle, c'est important. La question des stages en entreprise pour les plus grands, ça peut être très valorisant pour eux. Des groupes de parole, tout ce que vous connaissez un petit peu pour si vous êtes du secteur, qui vont nous permettre et qui sont tous les outils qu'on utilise. Et puis, comme on le disait, accueil au sein d'établissements en soirée ou en nuit, autour de 2 modalités, alors qui ne sont pas toujours présentes dans tous les ITEP, mais qui sont quand même, moi je pense, fort intéressantes, qui est le CAFS, c'est un centre d'accueil familial spécialisé. C'est, grosso modo, ce sont des familles d'accueil, et donc une possibilité qu'un enfant puisse être accueilli seul. Et donc on a un outil de dissociation individuelle. Entre nous, parfois, même si ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose dont on a peu parlé, j'aurais aimé éventuellement qu'un jour vous redéveloppez là-dessus, Philippe Jamet. Dans les ITEP, la question de la sexualité est quelque chose qui est aussi présent. Donc l'internat collectif, de temps en temps, peut être quelque chose de complexe pour un certain nombre d'enfants qui ont vécu des traumas eux-mêmes, et que donc d'avoir ces 2 outils peut être un outil et quelque chose d'intéressant. Et autour de cette réflexion autour de l'internat, il y a cette dimension qui est importante, parce que voilà, certains diraient qu'il y a de la libido et qu'il faut un peu gérer cette question-là et qu'il ne faut pas qu'on l'évacue. L'internat est un outil intéressant. Dans le fait du vivre ensemble, il peut présenter quelques complexités, et le fait d'avoir ces 2 outils peut permettre de moduler les propositions qu'on peut faire à des familles, à des enfants. Ce qu'on peut, pour compléter, au départ de l'expérimentation, c'est 6 régions en France, 5000 jeunes concernés, relevant d'ITEP. L'objectif, c'était de se dire comment on va passer d'une modalité à l'autre modalité sans faire 4 ou 5 mois d'attente via les MDPH. Et puis à la sortie des 2-3 premières années d'expérimentation, on se rend compte que ce qui ressort le plus, c'est des réponses concomitantes. La même semaine, le jeune en ITEP peut avoir une réponse de proximité, 2 jours, et même une nuit par semaine vers un internat. Et ça pas surpris, c'était pas dans les clous initialement de l'expérimentation, c'était pas l'objectif, c'était de passer de l'une à l'autre de manière en bloc, ou du tout CESAD, ou vers l'internat, ou inversement. Et ces combinaisons permettent aujourd'hui d'avoir des programmes pour les jeunes qui sont reçus dans les ITEP, des 6 régions en dispositif, la majorité, d'avoir quelque chose de très ajusté. C'est-à-dire qu'il peut avoir un enfant ou un adolescent qui est 2 jours en CESAD, dans son école, son collège, puis un jour puis le lendemain ou le surlendemain va être accueilli dans le cadre de l'ITEP par une autre, dans ce que tu appelles là accueil au sein de l'établissement en journée, et même une nuit d'internat thérapeutique. C'est-à-dire que ces combinaisons permettent vraiment des réponses à point nommé, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et ce n'était pas la dynamique initiale. La dynamique initiale, on ne pensait pas que ça allait être ça qui allait ressortir. C'est ça les expériences aussi. Il faut se laisser tenter un peu et voir ce que ça résout. Ce qu'il y a d'important dans ce que tu dis, François, c'est, malgré tout, c'est la combinaison sous le I institutionnel, une égide institutionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas de la prestation de services individuels et à la carte. Tout ça est relié par un collectif. Quelques chiffres, juste pour vous dire. Dans les ITEP, en Ile-de-France et en Normandie, la première réponse proposée, majoritairement, pourcentage de réponse, c'est l'internat. En PACA, c'est l'ambulatoire. Pourquoi? Alors certains m'ont dit parce qu'il y a le soleil, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, Philippe. Il y a aussi, là aussi, il y a une forme de réponse culturelle, historique, qui se sont inscrites dans les différentes régions, et on n'est pas maître de ça quand on est jeune d'ITEP. Selon où on est, on n'a pas la même réponse. Voilà, c'était un peu pour toi aussi, Sidney, que je disais ça. Voilà, là c'est un petit tableau, mais on vous donnera le PowerPoint. Sinon, je vous invite, on a un site aussi, R, vous tapez R et toute une série de ces documents, vous pourrez les retrouver. C'était un peu la combinaison globale et la cohérence. Vous y retrouvez l'idée de ces 3 modalités, mais comme le disait Gilles, vraiment à très juste titre, c'est de considérer qu'à un moment de l'accompagnement de l'enfant va pouvoir bénéficier des différents types d'accompagnement, et puis qui renforçait aussi cette question d'interdisciplinarité
et qui est pour nous fondamentale. Alors ça, c'était rapidement, on va passer dessus. C'est toute une partie de l'étude qui a été faite dans les Pays de Loire, justement sur la question de la participation des parents. Parce qu'un des éléments qu'on a eu en matière de réflexion était quand même de considérer que le système se complexifiant, la richesse devenant plus forte, bien évidemment, le travail ou l'élaboration et la co-construction avec les parents du projet de leur enfant devenait plus complexe. Si je vous fais simple, moi, il y a 15 ans, j'étais directeur d'un ITEP. Quand une famille arrivait dans mon bureau, je lui disais, votre enfant, il est là 210 jours. S'il est à l'internat, c'est du lundi au vendredi. Et puis, madame, c'est fini, point barre. Si vous êtes d'accord. Mais j'étais persuadé que c'était bon, ce que je proposais. Et puis, peut-être que dans un contexte, c'était pas si mauvais. La société évolue. Maintenant, la donne est beaucoup plus complexe. Elle est plus complexe pour nous en tant que professionnels, mais aussi pour les parents. Parce que les parents sont aussi empreints de cette idée d'un système où on est à l'école ou pas à l'école. Et donc, on vient proposer aux parents et à leurs enfants la construction d'un projet qui va pouvoir comprendre l'intégralité de ces dimensions, éventuellement de la visite à domicile, ce qui est quand même pour nous aussi une évolution forte. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a été menée dans les Pays de Loire. C'est pareil, donc si jamais il y a besoin, nous, on pourra vous redonner les documents qui vont donc bien mettre en avant cette importance, quand on fait bouger le système, pour nous de prendre en compte cette dimension dans le travail qu'on mène avec les parents, parce que c'est fondamental. Je vais vous prendre un autre exemple, parce que parfois, ce qu'on va proposer, notamment à un ado, je vous prends l'exemple tout bête, c'est-à-dire que quand on sort du carcan de 110 jours et qu'on va dire à un adolescent, bon ben voilà, on va travailler ton projet, à un moment donné, on ne va pas être forcément d'accord avec lui. Et ses parents vont pouvoir aussi pas être d'accord avec lui. On va peut-être dire, ben tiens, là, au moment des vacances de février, ça serait bien qu'il y ait pendant 2 jours, tu puisses venir pour faire telle activité ou pour venir voir ton psychologue parce que c'est important. Et donc là, on n'a plus le cadre institutionnel ou la règle institutionnelle pour le tenir. On n'a plus que des montages individuels. Et donc là, ça vient mettre en place des complexités. C'est passionnant. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus passionnant que de dire c'est 210 jours ou rien. Mais néanmoins, ça vient mettre en place des complexités. Donc, d'où ces 2 ou 3 dias qui sont sur cette question de la co-construction avec les parents, de façon à trouver la bonne solution pour leur enfant à partir de tous les conseils qu'on peut leur donner. Voilà, c'était un peu la participation. De quoi parle-t-on? C'était la question d'être acteur, d'être responsable, la question de la tolérance, la question de la citoyenneté, c'est important. La question de la place de chacun, de l'engagement de chacune des 2 parties en tant que parent et en tant que professionnel, et aussi le rôle et la place de chacun, c'est fondamental de voir que nous, dans ces nouvelles organisations qu'on essaye de mettre en place, il est bien évident que nous n'avons pas à prendre la place des parents, nous avons un rôle différent, nous sommes des professionnels, et nous nous positionnons en termes de conseils vis-à-vis des parents, en termes de propositions de solutions, de façon à trouver la meilleure solution pour leur enfant. Alors, voilà. je vais peut-être vous anticiper s'il y a quelques questions de votre part, mais est-ce que vous avez déjà un recul sur le parcours de ces jeunes par rapport au modèle ancien de l'ITEP, établissement, internat et, j'allais dire, réponse éducative de la société par rapport aux défaillances et aux histoires individuelles? Est-ce qu'il y a déjà donc un recul un petit peu sur le parcours de ces jeunes? Quel est, sans parler de leur destin, mais leur devenir dans le dispositif que vous proposez? Puis une deuxième question qui est un peu annexe de ma part, mais à mon avis qui est importante. Vous disposez quand même, en gros, de structures plutôt à la campagne, comme celle qu'on a vue aux Aubry, etc. Comment ce nouveau dispositif d'accompagnement, sachant que ça touche beaucoup des jeunes en milieu urbain, comment ce dispositif peut fonctionner quand on est à 40 km du pôle de vie de ces enfants-là? Est-ce que ça va vous inviter à penser autrement ces institutions qui sont en général des châteaux entourés d'un parc, etc. On connaît les ESMS et leur histoire. Voilà. Alors, première question.
Alors, ce qui apparaît sur 3 ans, c'est une plus grande... il y avait un point fort dans la relation partenariale de l'ITEP, c'était l'école. Mais au début de l'étude, hein, là, ça l'a vraiment renforcé de manière... très, très importante. La relation avec la scolarité et l'apprentissage est beaucoup plus souple et évite justement d'attendre que la scolarité soit mise à mal de manière définitive dans le cadre ordinaire pour passer à l'ITEP. Tout ça se combine de manière beaucoup plus douce et il peut y avoir des allers-retours beaucoup plus fréquents, du temps partiel beaucoup plus fréquent. Donc là, cette modularité, c'est un plus dans le parcours. Moins de ruptures, moins de ruptures dans l'ITEP. Quand vous avez, il y a quelques temps, quand on était hier, et même ITEP, un enfant ou un adolescent insupportable en internat, la seule solution qu'il y avait, c'était de le sortir de l'ITEP et d'attendre qu'il y ait une autre décision qui soit prise par la MDPH. Là, dans le jeu du dispositif, à l'ITEP, de combiner avec son temps de jour et son CESAD pour proposer des réponses qui vont continuer à maintenir le lien. Donc il n'y a plus cette rupture-là. Il n'y a plus. Tu me demandes effectivement où c'est qu'on voit les points de force. C'est vraiment à ce niveau-là. Dans l'organisation de l'ITEP, ce qui impacte, et François l'a très justement abordé, c'est une complexité terrible. Parce que quand tu as 50 jeunes en ITEP, tu n'as plus une liste avec 25 internes, 25 CESAD, tu as une liste de 50. Et pratiquement, tu composes, c'est du cousu humain. Ce qui pose la question des temps où l'enfant et l'adolescent n'est pas à l'ITEP. Et dans les parcours aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de réfléchir à la prise en compte de 110 jusqu'à 365, il y a 150 jours où il n'y a pas d'ITEP. Et on nous demande dans le parcours de commencer à raisonner sur ces 150 jours. Alors nous, on n'a pas des réponses, on met notre intelligence à tous au service de cette réflexion, mais on est interpellé là-dessus. Ce que ça fait apparaître, c'est des variations d'un territoire à l'autre qui sont phénoménales, avec des villes alors 6 régions pour l'expérimentation: PACA, Pays de Loire, Haute et Basse Normandie, Île-de-France, Champagne-Ardenne. Vous voyez bien, ce n'est pas des régions qui ont la même densité de population, des grands centres urbains avec des régions qui sont à connotation plus rurale. On a rencontré des choses absolument détonnantes, des ITEP des places d'ITEP dans des hôpitaux en Île-de-France, des places d'ITEP pour enfants épileptiques, des places d'ITEP en château où tout se faisait dans le château et le gamin arrivait le lundi et repartait le dimanche. Tout ça, on a pu l'observer au fur et à mesure de l'expérimentation. Ce qui est compliqué parce que R n'est pas un organisme gestionnaire, R est une fédération qui aide à penser autour de la problématique de ce public-là, c'est comment on va ramener un curseur qui va être à peu près équitable sur tous les territoires. Comment on va amener des gestionnaires, et il y en a certains, dans certaines régions, qui ont été... Alors je prends l'exemple là que je connais très bien du département du 06, des Alpes-Maritimes, Nice, 5e ville de France, l'internat pour ados de l'ITEP à 20 km du centre-ville. Ils n'en voyaient pas beaucoup. Hein. Donc, c'est entre l'objectif de dire, tu vas à l'ITEP, il fallait que l'adolescent de 15-16 ans prenne la Micheline, le bus pour aller dans leur pays niçois, et la volonté de... Donc, l'organisme gestionnaire est en train de réfléchir à comment rapatrier des places d'internat de manière plus souple vers Nice. Tu as des coins où c'est jouable, d'autres où ça va être plus compliqué, parce que l'organisme gestionnaire, avec son ARS, devra prendre peut-être plus de temps pour aller vers cette démarche-là. Il y a un ITEP qui est entre, peut-être vous connaissez, quand on fait partie au sport d'hiver, entre Gap et Briançon, mais qui a développé des petites unités dans les vallées des Alpes. Donc, qui a déjà démarché du côté de, tout en ramenant sur l'accueil de jour
vers du CAFS, vers des structures, vers de l'institution plus lourde et plus contenante. Donc il y a de cette énergie, il y a cette volonté, le décret vient pousser de ce côté-là. Le soutien que l'on a de manière très positive par les pouvoirs publics, puisque au-delà des 6 ARS qui sont rentrés dans l'expérimentation de manière initiale, sont venus être, ont été Auvergne-Rhône-Alpes est venu se joindre à nous. L'Occitanie, on était à Toulouse il y a 3 semaines, un mois. L'ARS dit il faut qu'on aille plus loin au-delà des ITEP dans cette réponse-là. Et je crois que c'est une dynamique d'ensemble qui va faire que les institutions, c'est pas les fermer les institutions, c'est repenser un modèle. Parce que si on ferme les institutions, on n'aura peut-être plus les moyens dans 10 ans de les réouvrir. Et moi je vois, puisque avec certains on s'est rencontrés au niveau européen, nos amis italiens nous disent aujourd'hui, on a fermé les institutions il y a quelques années, et aujourd'hui on n'arrive plus à faire des ponts entre le social et le sanitaire. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, mais il faut les repenser. Oui, simplement, c'est comme tout, c'est la question des images. Si on voit le château au fin fond de la campagne comme un lieu exclusif et ségrégatif, c'est vrai que c'est problématique. Nous, dans la réflexion qu'on a, c'est vrai que la question du territoire est très importante. C'est-à-dire, c'est de considérer que le dispositif doit pouvoir être en proximité territoriale, de pouvoir. Après, c'est des questions, je dirais, toutes bêtes. C'est-à-dire, il faut toujours en revenir aussi à la question de l'effectivité. Mettons, c'est vrai que si on est trop loin, il y a un élément, c'est que si on veut travailler avec les parents, il faut qu'ils se déplacent ou que nous, on se déplace. Donc, il y a des impacts logistiques. Donc, bien évidemment, il faut qu'on repense également nos organisations territoriales en faisant attention, tu vois, de pas trop caricaturer. Parfois, ça peut être aussi intéressant qu'à un moment donné, il y ait un lieu qui puisse être apaisant pour un enfant, sur lequel il y a des possibilités qui sont offertes. Par contre, c'est comme tout, si on réfléchit par rapport aux besoins des enfants, c'est clair que du côté des ados, il est très important que tu sois complètement connecté en matière de transport, de façon à ce que quand tu vas travailler l'autonomie, tu puisses le faire. Donc ça, c'est un élément important. Sur la question que tu posais, alors on n'a pas, nous, à l'heure actuelle, de données sur savoir quel est l'effet de cette organisation. Ce qu'on sait quand même globalement, c'est que les durées moyennes de séjour dans nos établissements sont autour de 3 ans, 6 mois, à peu près. 3 ans, 6 mois. Donc ce qui veut dire qu'il y a toujours pour ces enfants un après l'ITEP. Et que, alors là, moi je vais prendre des chiffres en interne, mais je pense qu'ils sont en interne sur les établissements qu'on gère. Nous, il y a à peu près 70% des jeunes qui retournent en milieu ordinaire ou en milieu ou vers une voie de formation professionnelle. Et on en a un certain nombre qui vont toujours avoir besoin d'un accompagnement médico-social sur lequel ils vont avoir un accompagnement plus le long terme. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enfants d'ITEP qui parfois peuvent être réorientés en IMPRO ou en ESAT. Nous, on en est à peu près à l'heure actuelle une vingtaine de pourcents de jeunes. Donc ça donne un peu une idée du parcours de ces jeunes-là. Ce qui est important, c'est durée moyenne de séjour 3 ans, 6 mois. Donc quasiment pour une grande majorité d'enfants d'ITEP, il y a un après ITEP et il y a un après, ils sortent de cette situation de handicap. Ça, on n'est pas revenu dessus. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans un processus. Les enfants d'ITEP sont dans un processus handicapant. Et donc l'idée, c'est que l'action de l'ITEP avec l'école, les secteurs de psychiatrie, éventuellement les services sociaux, permettent que les enfants sortent de ce processus handicapant. Merci. On va donner la parole à Philippe et à Céline pour clôturer cette dernière rencontre. Si vous souhaitez, après tous ces débats... Il y a eu beaucoup de choses. Non, mais simplement revenir pour moi sur l'importance de structures comme ça. Enfin, je pense, il se trouve que je continue à aller, je le fais depuis 25 ans, faire pas mal de formations dans la Suisse romande, une fois par mois, et ils ont un vrai problème d'internat, un vrai problème. D'ailleurs, ils ont recours à des structures françaises parce que il y a des foyers qui sont les foyers qui sont complètement, enfin, sans cadrage
Et donc, je dirais que c'est souvent pire parce qu'il y a des faits d'entraînement et bon, voilà, les choses se désorganisent. Ou des internats, alors très, très éducatifs et quelques-uns. Et encore, c'est une chance de pouvoir y rentrer. Donc, on en manque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, ça, c'est ce cadrage à l'extérieur. Si à l'intérieur, il y a une vie, en fait, il y a quelque chose de vivant, c'est là aussi un outil de liberté parce que les contraintes, elles sont à l'extérieur. Celles-là, elles sont passagères. On en sortira. Celle dont on risque de ne pas sortir, c'est celle interne. Et là, d'avoir ces possibilités, et même, je dirais, quelquefois, l'idée château, enfin, etc. J'ai vu des enfants qui disent « Oh, c'est pour nous, on peut avoir droit à ça. » Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne le vivaient pas, mais comme quand même, on va pas les abîmer, ça, on va pas... Oui, il y avait quelque chose d'un peu touchant de dire « Ah ben, on a le droit d'être dans quelque chose qui est beau, qui a de... » Alors, ça dépend comme tout. Tout ça, c'est comment on le vit, c'est la manière. Si c'est fait d'une manière où il n'y a pas de plaisir, où c'est comme ça, on est en train de... Mais ça ne marchera pas. Bon. Mais le cadre est quand même important. Et que, pourquoi pas, des choses. Et puis après, on peut aussi s'arranger avec le secteur pour rencontrer les parents sur le CMP du coin, se déplacer nous aussi. Enfin, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas non plus... C'est vrai qu'il y a des avantages aussi, dans un certain nombre de cas, d'être un peu à distance, voilà, parce que au fond, c'est pour eux, ça devient aussi, mais tout est dans, il faut que ce soit bien présent dans la tête. C'est pas, ouais, c'est pour vous que c'est fait, parce que vous en valez la peine, parce que oui, il y a, même si vous ne réussissez pas, vous en valez la peine, et en effet, vous avez là des structures où on a envie de passer du temps avec vous. C'est pas une contrainte pour nous, c'est qu'on a envie de vous aider à épanouir vos potentialités. C'est ça qu'il faut avoir sans arrêt en tête. Et je crois qu'il faut qu'on garde vraiment des structures comme cela, encore une fois, parce que pouvoir contenir quelqu'un qui est dans une famille qui est elle-même en difficulté, quelle que soit sa bonne volonté, ils ne peuvent pas. Bon. Donc, moi, je fais un plaidoyer très... Merci Philippe Jamet. Céline, un petit mot de... Non, la seule chose que je te disais, Gilles, tout à l'heure, c'est le fait d'avoir tourné avec le film dans pas mal d'ITEP en Pays de la Loire, d'ailleurs. Et d'avoir rencontré plein d'enfants et de parents, enfin en fonction des structures, c'était très chouette. Des fois, c'était des projections avec les familles. C'était de comprendre effectivement la différence et la disparité, enfin, de la définition d'un enfant d'ITEP. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis toujours bien incapable de dire ce que c'est parce que tous les directeurs me disaient oh, mais nous on n'a quand même pas des masses ce qu'on voit dans ton film. Enfin moi j'ai pas c'est pas forcément cette population là que j'ai l'impression d'avoir dans mon établissement, etc. C'est qu'il y a une disparité. Enfin après je sais pas, vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il s'agissait de définir aussi ce que c'était que les troubles du comportement. Enfin que ça devait aussi servir à ça là toutes ces je vous souhaite bon courage. C'est votre dernier. Moi, j'avoue que je pense que c'est compliqué, vu toute la différence des enfants, des institutions, parce qu'il me semble intéressant dans tout ce que vous avez développé sur cette sorte de dispositif, c'est la possibilité de répondre à la complexité, quoi. On va rester sur ces mots-là. Merci à vous pour votre participation, votre présence. On reste en contact, on vous donnera l'information un petit peu des suites. Est-ce que ce sera une journée? Est-ce que ce sera... comment on va organiser la conférence de consensus? Mais vous serez les premiers informés. Hein. Voilà, bel été à vous et sans doute dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, merci.